et de pouvoir poser toutes nos questions. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous remercier du temps que vous prenez pour notre communauté. Et c'est enregistré. Donc, nous, en fait, on stocke l'interview sur notre plateforme. Donc, il y a d'autres WOW qui regarderont par la suite. Alors, pour celles qui ne le savent peut-être pas, donc, Monsieur David Clarinval est ministre fédéral des classes moyennes, des indépendants, des PME et de l'agriculture. Alors, Monsieur Clarinval, moi, j'ai d'abord une question pour vous. Quelles sont les mesures pour sauver les indépendants? Quelles sont les mesures actuelles et futures? Euh, Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité pour votre réunion. Et d'abord, un petit mot simplement pour dire que les indépendants aujourd'hui, euh, hommes ou femmes, sont en effet dans une situation difficile. Je crois que Bénédicte l'a dit d'entrée de jeu. Ils sont pour la plupart perdus parce que, évidemment, la fermeture de leur activité, quand vous êtes indépendant, quand vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, évidemment, c'est pas seulement une activité, c'est avant tout un projet, c'est avant tout euh, un état d'esprit, c'est plus que simplement une activité. Et donc, être fermé ou être dans des conditions de travail difficiles, euh, devoir finalement se retourner vers l'administration pour avoir des aides, ça n'est pas ce que les indépendants préfèrent faire. Et donc, outre la détresse psychologique que cela peut engendrer, parce que on a vu aussi des drames qui se sont déroulés récemment dans le chef de certains indépendants. Il y a aussi une détresse économique qui est mise sur la table. Et donc, je voudrais d'abord avoir une pensée pour vous toutes et tous qui sont dans cette situation difficile. J'ai moi-même été indépendant pendant des années, bon, dans le secteur de la construction. Donc, c'est un secteur qui est un peu épargné, soyons de bon compte, par rapport aux autres secteurs, puisqu'il a pu continuer à travailler. Mais même là, on sent que les choses sont difficiles. Alors, pour répondre à votre question, Madame Blémont, je vais, si vous me permettez, d'abord parler des aides en général, puis alors peut-être des aides pour les indépendants en particulier, parce que vous êtes aussi des chefs d'entreprise, et donc vous êtes à la fois inquiète pour votre avenir personnel en tant qu'indépendante, mais vous avez aussi des craintes pour l'entreprise. Et donc, l'un va souvent avec l'autre. Donc, dans le cadre des mesures Covid que nous avons prises, bon, commençons par les indépendants finalement. Ben, la principale mesure, c'est la passerelle ou la double passerelle. Donc ça, il faut bien se rendre compte que c'est un changement d'état d'esprit complet pour les indépendants ou les indépendantes, puisque en fait, avant la crise, il y avait 300 personnes qui avaient demandé un droit passerelle. Je sais pas si, en fait, la plupart du temps, c'était des éleveurs de poulets qui avaient dû fermer leur établissement parce qu'il y avait eu la grippe aviaire. Donc, vous voyez, c'était vraiment un mécanisme qui était utilisé très, très peu. Parce qu'en indépendant, ben, il ne pense même pas à ça. Enfin, je veux dire, il travaille, il veut d'abord que son activité soit prospère. Il n'a pas un réflexe de se retourner vers l'État pour demander un revenu financier. Et donc, c'est vraiment quand vous êtes dans une situation, ici, la grippe aviaire, par exemple, c'était fermeture pour des raisons sanitaires d'un élevage de poulets. Donc, vous aviez 300 agriculteurs qui avaient recours à ce phénomène parce qu'en effet, leur activité était fermée. Et du jour au lendemain, on est passé de 300 en un mois à 360 000 personnes qui ont dû avoir recours à ce mécanisme. Et si Bénédicte travaille chez Partena, je suis certain qu'elle pourra vous dire qu'en un mois, ce sont des dizaines de milliers d'indépendants qui ont découvert un mécanisme. Outre le traumatisme psychologique que cela représente, ça représente une charge de travail vraiment énorme. Et donc, le mécanisme de la passerelle, qui était un mécanisme qui était, en fait, comme je vous l'ai dit, prévu pour des cas de faillite ou des fermetures vraiment spécifiques, a été utilisé par les indépendants massivement. Et donc, il Combien y a de eu personnes ont bénéficié du droit passerelle depuis le mois de mars?
Alors, on a eu un pic vers de 400 000 au mois de mars. Et au mois de mars-avril, il y a eu plus ou moins 400 000 personnes. Et puis après, ça a diminué pour atteindre des chiffres aux alentours d'une quarantaine de milliers au mois de septembre. Ça, c'était le point bas. Évidemment, octobre et novembre, avec la fermeture, la deuxième vague, font que de nouveau, on atteint des chiffres de plus de 100 000 demandeurs maintenant. Donc, voilà, et ce n'est pas seulement la quantité qui est impressionnante, c'est aussi la technique. On a changé 3 fois la loi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, que ce mécanisme n'était pas parfait. Et donc, on a d'abord créé un mécanisme d'aide à la reprise, donc, enfin de crise d'abord. Ça voulait dire que si vous aviez été fermé pendant 7 jours, eh bien, vous aviez droit automatiquement à une passerelle. Donc, c'est un montant de 1200, je vous parle de mémoire, 1200 € pour les personnes isolées et pour de plus ou moins 1600 pour les chefs de ménage, grosso modo. Donc, ça, c'était une nouvelle sorte de passerelle, la passerelle de crise. Puis alors, il y a eu la passerelle d'aide à la reprise. Donc, ça, c'était basé sur une diminution du chiffre d'affaires de plus de 10% qui vous permettait de pouvoir combiner la passerelle avec la reprise de votre activité. Et puis, avec la deuxième vague, nous avons eu la double passerelle, c'est-à-dire qu'on a doublé les montants, de passer à 2600 pour un isolé et 3200 pour un chef de ménage. Excusez-moi si je ne dis pas à chaque fois un ou une. Hein, Non, 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 il n'y a pas de souci, on a l'habitude. Voilà. Et donc, une chef de ménage, 3200. Et là, c'était vraiment pour les secteurs qui étaient obligés de fermer. Donc là, Horeca, événementiel, culturel et forain, donc les activités foraines. Alors, aujourd'hui, enfin vendredi, nous avons eu une décision au Conseil des ministres et donc je vais encore changer les règles pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, on a voulu faire un mécanisme plus simple et un mécanisme qui n'oublie personne. Parce que moi, je suis seulement ministre depuis 2 mois. Avant, j'étais ministre du budget, donc c'était une autre casquette. Mais je me suis quand même rendu compte assez rapidement qu'il y avait toute une série d'indépendants qui n'étaient pas concernés par les passerelles alors qu'ils avaient des problèmes financiers. Et donc, ce sont principalement les professions libérales. Puisqu'en fait, les professions libérales n'étaient pas dans les conditions que pour pouvoir bénéficier des passerelles. Et donc, vous aviez toute une série de personnes, je ne sais pas, moi, je cite comme ça, des kinés, des avocats. Et donc, même, on peut s'étonner que certains avocats, vous allez me dire pourquoi un avocat, mais certains avocats qui sont actifs dans certains secteurs ont vu une diminution de leur activité parce que tout simplement, leur secteur était fermé. Ou des kinés, par exemple, vous allez me dire pourquoi des kinés. Mais en fait, dans certains hôpitaux, les soins classiques n'ont plus eu lieu et donc par exemple, les soins post-opératoires et qui nécessitent de la kiné n'ont plus eu lieu. Et donc, vous aviez comme ça… Au kiné sportif aussi. Voilà, les kinés sportifs et d'autres professions indépendantes, principalement libérales, elles n'avaient pas droit, alors qu'elles avaient souvent, parfois, des diminutions de chiffre d'affaires conséquentes. Et donc, dans le nouveau système, tout le monde aura droit, à partir du 1er janvier, à la passerelle. C'est-à-dire qu'on va élargir la base, mais il y aura une seule condition, c'est que vous ayez une diminution de votre chiffre d'affaires de 40% par rapport à l'année précédente. Donc, en fait, on ne prend pas comme base de référence l'année 2020, parce que vous comprenez bien que l'année 2020 n'est pas une année normale en termes de chiffre d'affaires. Hein. On prend comme base de référence l'année 2019, qui nous semblait être une année normale, en tout cas globalement à peu près normale. Et donc, si le fin du mois de janvier 2021, vous constatez que vous avez perdu 40% de votre chiffre d'affaires par rapport à janvier 2019, alors vous aurez droit à introduire une demande. Et là, j'ai entendu qu'il y avait un comptable dans la réunion, donc je ne sais pas qui elle est, mais sans doute qu'elle va tirer de grimace. Mais, Vinciane. Vinciane, voilà. Et bien, Vinciane, on va avoir besoin de toi parce que, donc, pour que les indépendants, oui, et en plus, je profite de l'occasion pour saluer le travail des comptables parce qu'on les a mis à rude épreuve
avec toutes les mesures d'aide. Et franchement, je sais que moi, mon comptable à moi m'a déjà envoyé 2-3 SMS en me disant qu'il fallait qu'on trouve des solutions, mais ils sont indispensables avec les caisses d'assurance sociale pour que tous nos aides puissent fonctionner. Et là, on va devoir encore les mettre à contribution parce qu'évidemment, pour comparer votre chiffre d'affaires du mois de janvier avec le chiffre d'affaires de 2019, alors certaines ont des comptabilités assez simples avec simplement un registre, mais d'autres ont des comptabilités plus complexes avec des déclarations trimestrielles. Et donc, il va falloir que le comptable fasse une attestation comme quoi, a priori, l'indépendante ou l'indépendant aura sans doute 40% de moins de chiffre d'affaires par rapport à l'année de 2019. Alors, je sais que ça va créer beaucoup de travail, mais c'est la seule solution qu'on a trouvée pour pouvoir aller quand même assez vite et pour pouvoir répondre au mois par mois aux demandes qui avaient été formulées. Et donc, si vous avez, soit si vous êtes arrêté, donc il y a deux cas de figure. Vous êtes obligé d'être arrêté. Donc, par exemple, vous êtes gérant d'un restaurant, ben, là, vous êtes arrêté, il n'y a pas besoin de faire une déclaration de perte de chiffre d'affaires. Vous êtes à l'arrêt, vous êtes à l'arrêt. Donc, eux, ils continuent à avoir la double passerelle. Donc, pas de problème. Soit vous avez perdu 40% de votre chiffre d'affaires, et donc vous pouvez alors introduire une demande. Et là, on vise principalement les secteurs qui aujourd'hui n'y ont pas droit. Donc, ce sont principalement les professions libérales qui vont utiliser ce deuxième pilier, je pense. Donc, ça, c'est la nouveauté qu'il va y avoir à partir du mois de janvier. Mais jusqu'à fin janvier, la double passerelle est maintenue pour les secteurs qui sont obligés d'être fermés. Et donc, on évaluera à fin janvier si on maintient encore en février, parce qu'il y a probablement des secteurs qui seront encore fermés en février, par exemple l'événementiel ou le culturel, par exemple, ou le secteur des agences de voyage risque d'être encore fermé. Mais on espère, et là je m'avance un peu, on espère quand même que tous les métiers de contact et l'ORECA seront réouverts fin janvier. C'est ce que l'on espère. Ça dépendra évidemment de l'épidémie. Donc ça, c'est la première mesure phare pour les indépendants, c'est leur revenu en fait. La passerelle, c'est ce qui remplace leur revenu. Alors après, il y a peut-être toute une série d'aides pour les entreprises, mais peut-être que je peux déjà répondre aux questions, parce que je sais, j'ai vu que Vinciane voulait prendre la parole. Monsieur le ministre, on va faire les questions juste après. Je vais simplement poser 3 questions et je sais qu'il y a beaucoup de membres qui veulent vous poser des questions, donc je vais leur laisser la place. Mais par rapport à ce droit passerelle et à cet accès au droit passerelle, ben, on a tous et toutes été touchés par le suicide d'Alison à Liège. Et donc, moi, j'ai une question, c'est est-ce que dans le travail qui a été fait ces dernières années d'égaliser les statuts et surtout la protection entre les employés et indépendants, est-ce qu'il y aurait question d'un droit passerelle pour force majeure qui serait accordé sans stage de cotisation ou quoi, comme dans le cas d'Alison qui venait d'ouvrir son affaire? Une sorte de chômage pour indépendants. Oui, mais c'est ça la passerelle, c'est le chômage pour indépendants. Mais là, le cas d'Alison, je suis désolé, mais j'ai vraiment regardé le cas de cette jeune fille. En fait, elle avait droit à tout, Alison. Il faut savoir que les starters qui sont obligés d'être fermés, ils avaient droit à la double passerelle. Donc Alison, si elle avait demandé, elle aurait eu la double passerelle. C'est ça qui est effrayant. Et ça rejoint, j'ai entendu une de vos invités qui disait que les indépendants n'étaient pas bien informés. Et c'est vrai, en fait, je ne connais pas Alison et je n'ai pas eu de contact avec sa famille, mais je pense qu'elle a été soit mal informée, soit elle ne s'est pas informée. Mais en fait, les starters sans stage d'attente qui étaient obligés de fermer, ils avaient droit à la double passerelle. Donc Alison avait droit à la double passerelle. Par contre, c'est vrai, soyons de bon compte, les starters qui ne sont pas obligés de fermer, donc qui sont dans des secteurs qui peuvent travailler, eux, ils avaient un stage d'attente de 2 trimestres. Donc là, mais bon, d'un autre côté, ces starters-là, ils ne sont pas obligés de fermer. Donc quelque part, certes, leur difficulté est présente, mais ils n'étaient pas dans le secteur obligés d'être fermés. Donc ici, dans le nouveau système de starter, de droit passerelle, si vous êtes obligé de fermer, vous aurez droit à la passerelle ou à la double passerelle. Mais par contre, les 40%, c'est pour les secteurs qui ne sont pas obligés de fermer. C'est des secteurs qui peuvent travailler, mais qui ont
une perte d'activité. Vous comprenez? C'est ça la principale nuance. Oui, nous comprenons. Alors, ma dernière question, après on passera aux questions-réponses, hein, elles ont vraiment hâte. C'est en fait quid des loyers, des taxes, par exemple des frais SNCB et les transports qui ne sont pas toujours reportés, ou s'ils sont reportés, ben, il faudra quand même les payer à un moment donné. Alors Est-ce là, qu'on oui. va alléger les taxes pour les indépendants ou est-ce qu'en 2021-2022, on va se venger sur nous parce qu'on n'aura pas cotisé assez, on n'aura pas payé assez de taxes? On a un petit peu peur des représailles en 2021-2022. Mais donc, si vous permettez, je commencer par les loyers, parce que c'est ce que vous avez évoqué en premier. Donc, les Ouais. loyers, c'est vraiment à part. Euh, En fait, bon, là, je vais d'abord vous dire que les loyers, c'est une matière régionale. Je sais, la Belgique est compliquée, il y a beaucoup de ministres, mais le bail commercial, c'est régional. Et donc, ce sont mes collègues régionaux qui doivent pouvoir trouver une solution à ça. En Flandre, par exemple, ils ont mis un système qui prend en charge une partie des loyers si le propriétaire accepte de perdre également une partie des loyers. Je sais qu'à Bruxelles, ils y réfléchissent. Par contre, en région wallonne, je n'ai rien entendu sur ce volet-là. Donc là, ce point-là, c'est vraiment une matière régionale, mais c'est un vrai problème parce qu'en fait, dans les frais fixes des entreprises, la plupart le principal frais fixe des entreprises, quand vous avez pu soit reporter vos cotisations, soit c'est en effet le loyer. Et donc là, on se rend bien compte qu'il y a un problème, et principalement en région wallonne, puisque là, la région n'a rien mis en place pour les loyers, ce qui n'est pas le cas en Flandre. Par contre, pour les autres, l'autre partie de votre question, eh bien, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour aider les entreprises. Donc, il y a des mesures de trésorerie, donc de liquidité, qui ont été mises très rapidement sur la place. Donc, on a permis toute une série de reports de paiement, donc l'ONSS, la fiscalité, donc les impôts, c'est le point que vous évoquez, les cotisations des indépendants. Donc, tous ces éléments-là ont pu être reportés. Et en ce qui concerne les cotisations patronales, ce qui me concerne moi comme ministre, on met également un plan d'appurement pour le remboursement sans intérêt. Parce qu'en effet, la crainte que nous avons, c'est que on reporte toutes les cotisations, on reporte les paiements, mais qu'à un moment donné, tous ces paiements soient payables au même moment. Et donc, on va avoir une falaise de remboursement qui va s'élever peut-être dans 6 mois, dans un an, ça dépend un peu des échéances. Ça, c'est une vraie crainte que nous avons. C'est pour ça que moi, dans ma matière, j'ai déjà donné les instructions pour que quand vous arriverez, ceux qui ont demandé, quand vous arriverez au remboursement de ces reports, vous puissiez faire un plan d'étalement sans intérêt. Donc, pouvoir ne payer entre 12 tranches, par exemple, pour ne pas avoir cette falaise de remboursement à avoir. Donc, entre-temps, vous aurez pu reprendre votre activité et j'espère que vous aurez pu refaire un peu de trésorerie pour pouvoir affronter ces remboursements. Alors, deuxième élément par rapport à et ça, c'est un scoop que je vous donne parce que je l'ai appris. Le Cairn est en train de décider ça maintenant. Les banques. Donc, vous savez que mon collègue qui maintenant est Premier ministre, Alexandre De Croo, avait négocié sous le précédent gouvernement ce qu'il avait appelé le bazooka. Enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais donc, c'était en fait un accord avec les banques pour que l'État avait donné 50 milliards d'euros, de garantie. Bon, ce n'est pas de l'argent, hein, ce sont des garanties. Ça veut dire que les banques peuvent prêter un montant jusqu'à 50 milliards et l'État garantissait une prise en charge des faillites, en fait, pour être clair. Donc, ça voulait dire que si une des entreprises qui avait reçu un montant des banques au travers de ce bazooka venait à tomber en faillite, une partie de la perte était prise en charge par l'État. Donc, c'était une manière de soutenir les banques pour qu'elles prêtent. Sinon, les banques auraient, et malheureusement, on le constate, j'espère qu'il n'y a pas de banquières dans l'Assemblée, mais malheureusement, les banques ont souvent tendance à exiger des garanties, des fonds propres ou même de nouvelles garanties pour pouvoir reprêter et parfois simplement prolonger des straight loans.
j'ai entendu des entrepreneurs qui me disaient que simplement pour prolonger un straight loan qui était ouvert avant la crise, ils avaient dû réapporter des garanties supplémentaires, ce qui n'est quand même pas normal, parce que là, on est dans un pur outil de trésorerie. Donc là, c'est ça le scoop d'aujourd'hui, c'est que le nouveau bazooka va sortir ses effets, c'est-à-dire que depuis quelques semaines, je suppose que vous avez entendu dire, vos collègues, qu'ils avaient demandé une aide à la banque et que la banque leur avait dit on attend une décision du gouvernement ou alors on attend l'Europe. Bon, en fait, c'était un peu la même chose puisque qu'est-ce que l'État belge a dû faire? Il a dû demander à la Commission européenne de faire valider son mécanisme de bazooka pour ne pas qu'on nous accuse de faire des aides à nos banques qui soient hors concurrence, donc de favoriser nos banques par rapport aux banques des pays étrangers. Alors, je sais que c'est de la technique, mais en attendant, ce que ça veut dire clairement, c'est que les banques ont maintenant obtenu de nouvelles garanties de l'État pour pouvoir reprêter à des taux de 2% aux entreprises qui ont besoin de trésorerie à court terme. Alors, vous allez me dire 2%, c'est cher. C'est vrai que les taux sont très bas pour le moment, mais j'ai entendu que pour le moment, certaines banques proposaient des taux qui étaient nettement supérieurs pour avoir des prêts de trésorerie à court terme. Donc voilà, ça va permettre de redonner des crédits aux entreprises pour qu'elles puissent faire passer le cap de ce second confinement. Alors, donc, il y a d'autres mesures qui ont été prises pour soutenir la trésorerie, et donc notamment, enfin ça c'est plutôt pour le futur, on a prolongé la déduction majorée pour investissement. Ça veut dire que maintenant, mais je sais que enfin, ça concerne ceux qui sont en mesure d'investir, mais tous les investissements que vous faites pour les mesures Covid, etc., vous allez pouvoir les déduire à 25%, ce qui est quand même intéressant dans certains cas. Alors, il y a des reports individuels de paiement dans le domaine fiscal. Et c'est vrai que la question, ça portait surtout sur la crainte que les impôts ne se vengent ultérieurement. En fait, d'abord, vous dire que la passerelle est taxée à 16%. C'est un taux libératoire qui est inférieur au taux marginal classique. Et deux, par rapport aux impôts des sociétés, ben, disons qu'ici, c'est la même chose. On autorise des reports de paiement des impôts, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra quand même les payer. Donc, il faudra sans doute négocier à ce moment-là, si vous n'êtes pas en mesure de le faire à ce moment-là, peut-être un plan d'étalement pour les paiements. Mais en tout cas, ils peuvent être reportés pour ne pas être payés maintenant. Alors, on a quelques mesures spécifiques pour l'ORECA, notamment la TVA à 6%. Bon, je sais que ce n'est pas sur l'alcool que ça nous a été fort reproché, mais bon, voilà, il y avait un vif débat au sein du gouvernement sur ceux qui voulaient aussi mettre 6% sur l'alcool et ceux qui disaient que ce n'était pas un bon signal pour la santé. Voilà, donc finalement, c'est seulement sur la nourriture et les boissons non alcoolisées. Il y a une autre mesure intéressante qui a été prise aussi, c'est notamment le troisième trimestre de l'ONSS, donc le T3, dans les secteurs qui sont obligés d'être fermés, est exonéré. Donc ici, ce n'est pas un report, c'est une exonération complète. Donc ça veut dire que ceux qui ont beaucoup de personnel, on pense notamment à l'ORECA parce que le troisième trimestre a été un mois où ils ont pu travailler, où il y a eu quand même assez belle activité. Ils ont mis beaucoup de travailleurs sur le restaurant. Et donc là, c'est des cotisations d'ONSS qui sont exonérées et pas simplement reportées. Donc c'est vraiment une aide assez conséquente en termes de trésorerie. Il y a encore une autre mesure qui est prise par mon collègue d'Hermagne qui vise les primes de fin d'année. C'est-à-dire que dans certains secteurs, alors là c'est compliqué parce que ça dépend un peu des secteurs dans lesquels vous travaillez, mais par exemple pour l'ORECA c'est assez simple parce que là ils ont un fonds qui est alimenté par les cotisations des employeurs et qui paye les primes de fin d'année de leur personnel. Donc ici l'État va intervenir et ce n'est pas seulement pour l'ORECA, mais dans les autres secteurs c'est plus spécifique, ça dépend un peu des conventions collectives, mais l'État va intervenir dans le paiement des primes de fin d'année du personnel au prorata des jours prestés. Donc, évidemment, certains secteurs ont été fermés la moitié de l'année et donc ils ne paieront que la moitié de leurs primes de fin d'année parce que l'État interviendra au prorata. Alors ça,
les détails ne sont pas encore tous connus parce que ça dépend vraiment des secteurs dans lesquels vous travaillez. Mais sachez que c'est pour les secteurs qui ont été obligés de fermer. Alors, on a aussi déterminé, voté un moratoire sur les faillites. Alors, le moratoire sur les faillites, il est double. Il est d'abord au niveau des tribunaux, mais il est aussi au niveau de l'ONSS et du SPF Finance. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux secteurs qui sont souvent ceux qui engendrent, qui créent les procédures qui engendrent des faillites, n'ont pas lancé de procédure à l'égard des créanciers pour éviter d'entamer les procédures de faillite. Donc, en quelque part, comme ils ne lançaient pas de procédure, il n'y a pas eu beaucoup d'entreprises qui ont été confrontées à un système de faillite, à tel point que Grédon a constaté qu'il y avait eu moitié moins de faillites en 2020 qu'en 2019. Ah Donc, bon? oui, il y a 2 fois moins de faillites. Ça, c'est un peu... Alors, c'est paradoxal, et alors ça nous vaut beaucoup de critiques, parce que de l'autre côté, vous avez des entreprises qui disent, oui, mais il y a des gens qui savent qu'il y a un moratoire sur les faillites et qui donc ne payent plus leurs créanciers et qui donc dépensent à tout va. Et donc, on se fait attaquer des deux côtés parce que certains voudraient qu'on relance cela. Donc, le moratoire faillite ne court que jusqu'au 31 janvier. Après cela, ce sera une PRJ, donc une procédure de réorganisation judiciaire simplifiée qui va prendre le relais. Et là, passez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on dit, l'idée c'est d'avoir un tri des entreprises zombies et des entreprises qui sont solvables. Donc en quelque sorte, l'idée c'est que le tribunal regarde un peu les entreprises qui peuvent raisonnablement poursuivre leur activité parce qu'ils ont une activité qui est saine, parce qu'ils ont des chiffres qui sont solides, qu'ils ont sans doute une difficulté de trésorerie passagère parce qu'en fait, leur activité est saine. Et par contre, certaines entreprises qui auraient dû être en faillite, même avant la crise, et qui ont été, entre guillemets, maintenues à flot grâce au moratoire, ben, celles-là devront quand même tomber en faillite pour éviter que cela ne crée des conséquences malheureuses envers les entreprises saines qui sont des clients de ces entreprises zombies. Donc, il y a vraiment un gros débat sur ce sujet. Ça nous occupe beaucoup parce que comment déterminer qui est zombie, qui est sain, et excusez-moi ce terme, hein, mais bon, c'est le terme que l'on utilise pour comprendre de quoi il s'agit. Et alors, je terminerai en disant qu'on a aussi mis en place des aides psychologiques, donc d'écoute et de soutien, et notamment des consultations psychologiques qui vont bientôt avoir lieu gratuitement pour les indépendants, ceux qui sont au bout du rouleau. L'Inasti a mis en place des numéros verts et des aides psychologiques pour éviter évidemment que certains ne prennent des décisions tragiques, en sachant très bien qu'ensuite il y a un suivi qui est mis en place. Alors, voilà très rapidement un résumé des mesures. Je suis bien conscient que je n'ai peut-être pas été assez détaillé sur certains volets, mais n'hésitez pas à me poser des questions spécifiques sur l'un ou l'autre. Et sachez aussi que moi, je suis uniquement responsable des indépendants. Donc, je vous ai présenté des mesures qui sont dans les mains de mes collègues parfois. Et donc, certains détails ne sont pas connus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, on va passer aux questions. Alors, Vinciane, qui trépignait au début, je te cède la parole. Bon. Je ne sais pas par où commencer. À la limite, ça m'aurait arrangé quelqu'un d'autre. Mais moi, ce qui me dérange quand même vachement, c'est tout ce report de charges, en fait. Parce qu'effectivement, report de charges, à force de reporter, on propose des crédits avec des... Mais voilà, il y a toute une série de professions où quand elles sont à l'arrêt, elles sont à l'arrêt. Et c'est pas le fait de... Enfin, s'ils ferment 3 mois, ils font pas 3 fois le chiffre d'affaires qui sont pas faits pendant la période de fermée. Je veux dire, si un restaurant a 60 couverts, il va pas ouvrir à 240 couverts. Si on va pas chez le coiffeur pendant 3 mois et qu'on coupe pas 3 centimètres, on va pas aller 3 fois couper 1 centimètre. Donc à un moment, c'est bien joli de reporter, mais ce qui me pose problème, c'est qu'effectivement, Florence a parlé des loyers, mais aussi, il y a d'autres dépenses qui sont fixes, l'électricité, l'internet, le téléphone, certains contrats de maintenance, que ce soit, alarme ou autre.
Et tous ces contrats s'arrêtent pas. Il y a rien, enfin, c'est mon sentiment en tout cas, par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que ça manque un peu de proportionnalité dans les mesures. C'est bien les droits passerelles, mais Si vous me permettez, alors je vais répondre tout de suite parce que, oui, oui. en fait, je vous ai présenté les aides fédérales. Ouais, bien Hein. sûr. Ce sont les aides fédérales. Les aides dont vous parlez ici, qui sont en fait des aides en pur chiffre d'affaires, ça, ce sont les aides régionales. Et donc, chaque région a mis en place des primes. Alors, c'est là qu'on voit que la Belgique est un pays fédéral, puisque évidemment, entre des aides flamandes qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros par mois, 60 000 euros par mois, hein, en Flandre, dans certaines Mmh, tout à entreprises, fait. ou alors des aides wallonnes qui vont jusqu'à 10 ou 12 000. Là, je suis encore moins précis parce que c'est les aides des régions. Et parfois, même dans certaines régions, des aides qui n'existent pas. Je sais qu'à Bruxelles, par exemple, sur certaines catégories, il n'y a pas d'aide du tout. Et donc, là, ces aides-là qui devraient répondre à ce que vous dites exactement, c'est-à-dire ces frais fixes qui ne s'arrêtent pas, Mmh, normalement, ils doivent être pris en charge par les aides régionales qui sont des aides pures en capital. Malheureusement, ben, elles dépendent un peu de l'état des finances de la région dans laquelle vous habitez. Et c'est vrai, je n'ai pas peur de le dire, on voit bien que la Flandre a pu mettre des moyens considérables sur la table et que, par exemple, à l'Inasti, les indépendants qui téléphonent en détresse sont à 90% du sud du pays. 90%. Alors vous allez me dire, c'est de la détresse psychologique. Oui, mais la détresse psychologique, elle est engendrée par une situation économique désastreuse. Et donc, je pense que quand on est mieux soutenu par des aides financières, on a moins de détresse psychologique, évidemment, puisque l'un engendre l'autre. Et donc, malheureusement, on voit bien que, je comprends ce que vous dites, c'est que la prise en charge de ces frais fixes est plus ou moins favorable en fonction de la région dans laquelle vous habitez. c'est pas tout à fait ça, enfin, ça s'en rapproche, mais c'est plus qu'effectivement, les frais fixes ne sont pas voilà, votre droit passerelle, beh, effectivement, c'est 1 291 €. Si vous avez des enfants à charge, c'est 1 600 et des. Double droit passerelle, OK, mais ça n'empêche que les loyers ne bougent pas, le prix de l'électricité ne bouge pas, le prix de l'abonnement internet ne bouge pas. Donc en fonction que vous soyez établi, parce que bon, vous parlez du sud du pays, mais en fonction que vous soyez établi à Bruxelles ou en province, vous payez pas les mêmes prix. Donc l'avoir la même aide, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, après ça, je vais pas tenir le crachoir tout le temps, mais Un exemple tout simple, par exemple, qu'on a vécu chez nous dans notre équipe, c'est qu'on paye des abonnements SNCB à nos collaboratrices. Et lorsqu'on a signifié à la SNCB de mettre l'abonnement en suspens, vu qu'il n'y avait plus de travail au bureau, donc plus de déplacements possibles à partir de mars, ils ont refusé de suspendre l'abonnement. Donc on a dû payer à peu près 300 € par mois pour chaque collaboratrice auprès de la SNCB parce qu'ils ont refusé de suspendre, même de suspendre l'abonnement. Tout simplement, ouais, il fallait le tout à payer fait. sous peine d'amende. Donc c'est un exemple, hein, monsieur le ministre, mais voilà. Oui, oui, mais ça, malheureusement, on n'a pas prévu cela. Et il faudrait que j'en parle avec mon collègue Gilles Quinet pour voir s'il serait prêt à faire un geste. Mais oui, ça, c'est vrai qu'il n'y a rien de prévu par rapport à cette mesure-là. Je suis d'accord avec vous. Alors, je sais qu'il y a Valérie Gueric qui veut intervenir. Valérie qui est dans le secteur de la coiffure et de l'esthétique, les deux. Merci Florence. Bonsoir Monsieur le Ministre. Donc effectivement, je suis directeur général d'une marque de cosmétiques capillaires dont mes clients sont les coiffeurs. Ça veut dire plus de 750 clients en Belgique, donc je connais bien le secteur. À côté de ça, je suis actionnaire principal d'Insu Beauté, donc c'est vraiment le métier de contact. Je sais que vous avez une réunion aujourd'hui. J'ai lu dans la presse, sur les réseaux sociaux, je crois qu'ils sont venus vous demander la réouverture, ce qui était complètement inconséquent parce que je crois que les chiffres ne le permettent pas. Et je pense que au niveau de l'industrie de la coiffure, on est tout à fait conscient que l'ouverture ne se fera sans doute pas, en fonction des chiffres bien sûr, avant le 15 janvier ou le 1er février. Donc ça, c'est un fait acquis. Ça m'a fait quand même sourire de voir qu'on allait faire une étude, de voir l'incidence des contaminations. Je ne sais pas comment vous allez faire, puisque le tracing ne va pas. Soit.
On a un secteur en souffrance. Il y a une étude qui est sortie que 74% des coiffeurs se disaient qu'ils n'allaient pas survivre. Je vais être honnête personnellement, pour avoir quand même beaucoup de clients dans le métier, je pense que c'est complètement surdimensionné, mais effectivement, on va sans doute avoir 20-25% de faillites dans notre secteur, ce qui est conséquent. Le seul moyen, c'est qu'il faut les aider. Il faut aider d'une part les métiers de contact, mais d'autre part, il faut aussi aider les sous-traitants, comme vous avez fait, je pense, dans l'ORECA. C'est qu'il y a tous les fournisseurs de ces coiffeurs qui sont aussi en souffrance, qui ne sont pas fermés et donc qui n'ont zéro aide. Droit passerelle est une chose, effectivement, je pense que vous en avez parlé ce matin, il faut accélérer les paiements parce qu'il y a des drames, et le drame d'Allison, malheureusement, notre secteur est mal informé ou n'est pas capable de s'informer. C'est très triste, mais c'est comme ça. Et même en tant que marque, c'est un boulot qu'on fait. Donc, cette accélération de droit passerelle est important. Mais à côté de ça, bon, on se rend compte aussi qu'un indépendant en Belgique n'est pas un indépendant. Merci la 6e réforme de l'État. Ça, vous ne pouvez rien y faire, vous n'étiez pas là, sans doute. Mais on a un problème au niveau de la TVA et l'ONSS. La TVA, elle était due le 20 octobre, il y a plein de gens qui ne l'ont pas payée. Donc, on va avoir des rappels et puis à un moment, on va être en compte spécial. Et quand, après quelques mois, vous n'avez pas payé, même si vous avez demandé un report parce que personne ne répond pour le moment, tout le monde est débordé, donc les gens ne répondent pas, les amendes sont conséquentes. Donc, hormis les intérêts, que vous deviez 300 € à la TVA ou 5 000 €, vous avez chaque fois 200 € d'amende. Vous traînez un peu en demandant des plans d'appurement, personne ne vous répond pour le moment parce que j'ai fait l'exercice. Et après quelques mois, ça ne va pas être 200 € d'amende, ça va être après 6 mois quand ils vont enfin réagir, 1 200 € d'amende. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, et c'est peut-être dans vos prérogatives et dans vos compétences, d'une part, que ce soit automatique d'accorder dans les secteurs fermés un vrai plan d'appurement. Je ne demande pas une TVA à 6%, parce que moi je dis la TVA est payée par le consommateur, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir automatiquement, comme à l'ONSS, un vrai plan d'appurement? Aujourd'hui, on a tous été débités, même si on a eu des facilités pour le premier et le deuxième trimestre, on a tous été débités ce matin de nos charges patronales des 2 premiers trimestres. Donc, ça fait mal et puis ça va continuer. Pourquoi est-ce que pas faire un système automatique sur 6 mois, 12 mois, enfin, dans notre secteur, plutôt 12 mois, mais pour vraiment vraiment aider. Pour l'ONSS, on a dû faire la démarche. Tous les pauvres gens qui n'ont pas fait la démarche, ils n'ont même pas leur note de crédit de leur secrétariat social. Peut-être que par TENA, parce que les infos n'étaient pas très claires, mais c'est vraiment un vrai problème. ONSS, amende TVA. Et alors, les garanties bancaires, on a eu la chance, si on faisait les formalités, d'avoir un report du principal, donc du capital, grâce à vos garanties, d'avoir des reports de remboursement de crédit d'investissement. Quit le 1er janvier, notre secteur, il ne va pas être ouvert tout de suite. Et effectivement, comme j'entendais, on ne va pas faire du chiffre d'affaires tout de suite. Donc, il y a un vrai problème de trésorerie chez dans notre secteur et dans les autres secteurs, tous les indépendants. Et alors, à côté de ça, qu'est-ce que vous avez prévu pour les sous-traitants comme l'ORECA ou comme les métiers de contact? Tous ces sous-traitants qui se retrouvent dans une situation complètement incroyable, et le click and collect dans notre secteur, c'est bullshit, c'est juste pour un peu animer, et c'est vraiment du chiffre d'affaires confidentiel. Donc, c'est vraiment compliqué. Comme vous avez dit, et vous avez employé un terme qui m'a fait sourire, la falaise de remboursement. Mais finalement, que proposez-vous pour avoir un vrai plan sur, peut-être pas 24 mois parce que ça me paraît exagéré, mais sur 12 mois pour soulager la trésorerie? On ne peut quand même pas se permettre, je vais être honnête, dans notre secteur, ce qui n'est pas mon cas, mais dans notre secteur, comme dans l'ORECA, tous ces pauvres ouvriers dans la coiffure ou employés dans l'esthétique sont énormément payés sur le côté. Donc, ça veut dire que déjà, tous ces employés ont 70% de leur déclaré. Ce n'est pas bien et j'espère que dans le futur, ça n'arrivera pas. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à un consensus? Vous avez aussi parlé de cotisation ONSS
qui seront effacées pour le 3e trimestre. J'imagine que vous parlez des cotisations patronales. Et à côté de ça, et après, je me tais, j'ai entendu, oui, mais on doit payer Proximus et on doit payer. Sachez que moi, j'ai des notes de crédit chez Proximus, j'ai des notes de crédit chez Worldline, j'ai des notes de crédit chez Cienzano. Il faut vraiment se battre pour envoyer des mails même à nos propriétaires. Ça ne fonctionne pas toujours, mais en tout cas, Proximus a été généreux pendant le premier confinement. Worldline, donc tout ce qui est banque contact et tout ça, l'a fait pour le premier confinement et le refait pour le 2e confinement. Donc, voilà, je crois que j'ai tout. Et j'attends votre réponse, avec grand plaisir. Il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes. Je commencerai d'abord par le timing, parce que, bon, je suis d'un naturel un peu plus optimiste que vous, j'ai l'impression. La réunion que nous avons eue ce matin avec les secteurs donc, de la coiffure, de l'esthétique, des saunas, des tatouages, et il m'en manque un, c'est les massages. Voilà. Massage. Et donc, on a eu une réunion quand même assez importante. Moi, en tant que ministre des classes moyennes et des indépendants et des PME, j'avais déjà rencontré personnellement la plupart de ces secteurs, parce que, bon, évidemment, c'est moi qui suis en première ligne, vous comprenez bien, mais bon, les décisions se prennent au sein du gouvernement, et donc, je ne suis pas seul à bord, et donc, il y a déjà eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu par le passé, et voilà, inutile de rappeler le débat sur la base scientifique pour fermer l'ORECA, inutile de revenir sur la volonté de créer ou pas un électrochoc sur le commerce. Voilà, ce genre de débat, on les a vécus et j'étais en première ligne. Donc moi, par rapport au métier de contact, quand j'avais demandé au gouvernement lors du dernier comité de concertation, en mois d'octobre, quand on a décidé de fermer les commerces, j'ai demandé et obtenu que l'on se voit le 27 novembre. Le 27 novembre pour discuter des commerces. Le 27 novembre, comme je m'y étais engagé, j'ai remis sur la table le fait de réouvrir les commerces. Et il y avait 3 catégories. Donc tout d'abord, excusez-moi d'utiliser ces termes, mais bon, voilà, c'est devenu comme ça que… Il y avait les commerces dits non essentiels, qui, bon, moi, en tant que ministre des Indépendants, ce terme mérite, mais bon, voilà. Alors, il y avait les services non essentiels, parce qu'on les oubliait tout le temps, mais on avait les cordonniers, les couturières, les clubs, enfin, les toilettages canins, les car wash. Donc, tout cela, ils étaient toujours entre deux, puisque ce sont des services. Et donc, une fois, on les mettait dans les magasins, une fois, on les mettait nulle part. Donc, et il y avait les métiers de contact. Donc, moi, j'ai demandé le 27 novembre qu'on réouvre la totalité de ces 3 secteurs-là, en ce compris les métiers de contact. Et la négociation a eu lieu, et au terme de cette négociation, vu que la base scientifique faisait défaut, parce que comme pour le reste, les scientifiques qui nous conseillent, donc vous les connaissez, n'avaient pas nécessairement évalué la différence entre un coiffeur, un marchand de chaussures et un joueur de tennis, hein, pour que ce soit clair. Donc voilà, il a été décidé d'ouvrir les commerces non essentiels, ouvrir les services non essentiels et ouvrir les métiers de contact qui peuvent se pratiquer à plus d'1,50 m. Alors ça prête à sourire, mais les photographes ont été très contents que l'on crée cette rubrique. Idem avec les thérapeutes qui ont pu reprendre leurs activités. Par contre, en effet, les pédicures non médicales, les coiffeurs et autres sont restés sur le carreau. Donc, moi, on a continué à se battre parce qu'en effet, j'ai notamment vu une étude aux États-Unis qui démontrait que 2 coiffeurs qui avaient le Covid et qui avaient coiffé 150 personnes n'avaient engendré aucune contamination. Aucune. Donc, les mesures d'hygiène qui sont prises par les coiffeurs permettent d'éviter qu'ils contaminent les gens. Et donc, on a décidé ce matin, et là, ça a été décidé avec mes collègues, donc Van den Broek, De Croo et Verlinden, qu'on allait demander pour le 18 une étude de virologues sur les métiers de contact pour voir si réellement il y a un grand risque à aller chez le coiffeur, un grand risque à aller chez le tatoueur
Et je sais que ça prête à sourire, j'en vois qui sourit, mais je suis désolé, mais si on n'a pas ça, on a des débats qui n'en finissent pas. Moi, avec mon collègue Van den Broek, je me suis disputé sur l'ORECA parce qu'en fait, j'avais une étude de la VIC qui disait que l'ORECA ne contaminait pas, enfin, qu'il n'y a pas de risque d'être contaminé dans l'ORECA. Et lui, il avait une étude, soi-disant du Lancet, qui s'est avérée inexistante, qui disait le contraire. Aujourd'hui, on voit que les virologues hollandais disent qu'il y a moins de risque d'être contaminé en allant au restaurant qu'en fermant le restaurant. Donc, c'est la preuve que la base scientifique fait défaut, hein, en règle générale. Et donc ici, pour le 18, ils doivent nous revenir avec une analyse comparative de la science, de faire la mise à jour de ce qui se passe au niveau de la science pour ces métiers de contact, et on décidera le 18 ce qu'on fera. Alors, moi, je ne pense pas, pour être honnête, je ne pense pas qu'on va réouvrir le 19 ou le 20, parce qu'en effet, les chiffres actuels sont pas bons. En tout cas, ils sont stables, ils ne descendent plus. Par contre, je me dis qu'on pourrait quand même tenter d'avoir une ouverture début janvier pour permettre que l'on puisse… Sinon, alors, on est fin janvier, hein, ou mi-janvier, et donc un mois de chiffre d'affaires, ça n'est pas rien. Et donc, moi, si cette étude nous le permet, j'espère qu'on pourra obtenir quand même une réouverture la plus rapide, parce que c'est ça qui compte, c'est que les gens puissent travailler le plus vite possible. Monsieur le ministre, je me permets de vous couper. Il y a beaucoup de WOWO aussi qui m'ont demandé pourquoi les professionnels du sexe, donc les prostituées, pouvaient exercer, comme notamment dans les instituts, pour les personnes malades, et pourquoi les coiffeuses ou les pédicures ne pouvaient pas, quoi. C'est une fake news. C'est une fake news. On a parmi nous une femme qui travaille en institution. Diane ? Écoutez, normalement, en tout cas, le protocole de réouverture du travail du sexe, il n'y a pas eu d'autorisation de réouverture du travail du sexe. Ça, j'en suis convaincu. Il y a eu des fake news. J'ai vu ça dans la presse à un moment donné, en disant que la ville de Bruxelles aurait réautorisé. Mais, enfin, à ma connaissance… Oui. Moi, j'ai vu ça, sur Internet dans plusieurs endroits, comme quoi les prostituées peuvent exercer. Et dans ton centre, Diane, c'est le cas? Dans mon centre, elles peuvent venir. Écoutez, il ne faut peut-être mieux pas trop le dire, parce qu'à mon avis, moi, à ma connaissance, c'est un métier de contact de moins d'1,50 m, ou alors par téléphone peut-être, mais normalement, ne peuvent pas. Ne peuvent pas. Mais bon… Monsieur Clarenval, je vais quand même revenir sur mes questions principales. Quid du report de la TVA et des étalements de TVA sans amende et de l'ONSS? Parce que c'est plus important que de savoir si on est contaminé, on ne le saura jamais finalement. Mais vous avez l'air enfin, moi, je trouve que c'est fondamental dans le débat parce que c'est sur ces bases-là qu'on prend la décision. Attendez, il n'y a pas de tracing en Belgique, donc on n'arrive pas à tracer comme les restaurateurs ont dit. On a noté tous les petits numéros de téléphone de nos clients, on ne nous a jamais appelés. Ça, je crois qu'on peut mettre un débat de côté, peu importe. Mais comment aider nos entrepreneurs? Parce que finalement, on ne va pas être ouvert avant le 2, le 5 ou le 15 ou le 30 janvier. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des étalements TVA et des suppressions d'amendes et des charges patronales avec, pas spécialement une suppression, mais en tout cas, un étalement, pas sur 4 mois, parce qu'il faut remonter de la trésorerie, mais sur… à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que c'est vos compétences? Donc, mes compétences à moi, ce sont les cotisations patronales. Oui. Là, je suis le plus avancé puisque moi, j'autorise un report sur simple demande et j'ai prévu que le remboursement se fasse moyennant plan d'étalement. Donc, vous aurez droit à 12 mois pour rembourser vos échéances quand vous serez arrivé au terme. Donc, ça, c'est déjà autorisé sans intérêt. Je me souris parce que j'ai été débité ce matin, hein, et que j'avais demandé un plan. Donc, ça me fait déjà sourire. Peut-être, enfin, c'est qu'on ne l'a pas accepté, alors vous n'avez pas… On m'a dit qu'on avait pris ma demande en cause, j'ai reçu un accusé de réception, mais on m'a débité automatiquement. Vous allez me dire que j'ai de la chance, j'avais de la trésorerie sur mes comptes en banque. Mais normalement, en tout cas, vous faites bien de me le dire, je vais répercuter l'information, mais normalement, vous avez droit à reporter et ensuite à étaler sans intérêt les cotisations patronales. Et au niveau de la TVA?
La TVA, ça c'est mon collègue des finances, il faut lui faire la demande. Et là, pour le moment, ce qui est autorisé, c'est uniquement un report. Il n'y a pas encore de plan d'étalement prévu après. Mais il faut le demander. Il faut le demander à la TVA. Et votre collègue, c'est qui en fait au niveau de la TVA? Vincent Van Petegem. Ok. C'est un nouveau ministre, hein, c'est un nouveau gouvernement, donc il y a beaucoup de nouveaux ministres. Mais donc là, vous pouvez, là, il y a des reports qui sont autorisés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de plan d'étalement qui est prévu. Je sais qu'il y travaille, mais moi, j'ai déjà fait le plan d'étalement pour mes matières, mais les autres ne l'ont pas encore fait. Et pour l'ONSS, donc il y a des reports possibles, et là, il y a une exonération pour, donc ça veut dire un abandon de cotisation ONSS pour les travailleurs sur le troisième trimestre. Mais là, c'est uniquement dans les secteurs obligés de fermer. Donc, ça veut dire, mais vous êtes un fournisseur. Donc Mais à là, côté de ça, j'ai aussi les métiers de contact. Et c'est automatique ou il faut faire la demande? Il faut faire la demande. le T3, non, cotisation NSS, le T3, c'est automatique. Hein. Ah, ok. Mais par contre, les reports, là, vous devez faire la demande. Et au niveau des fournisseurs, que ce soit dans mon secteur ou dans d'autres, qu'est-ce qui est prévu en fait? Donc, les fournisseurs, pour ce qui est de, vous avez droit au même report, vous pouvez demander les reports. Par contre, là, les exonérations, non, vous n'êtes pas concerné, à ma connaissance, par les exonérations, mais ça ne dépend pas de moi. Hein. Moi, pour le droit passerelle, j'ai permis aux fournisseurs des secteurs concernés d'avoir le double passerelle. Ça, c'est dans mes compétences. Et donc, un marchand de bière, par exemple, qui vend de la bière à un restaurant quasiment exclusivement, ou un taximan qui ne peut plus rouler la nuit parce qu'en fait, il y a un lockdown, enfin pas un lockdown, il y a un couvre-feu, pardon, eh bien, eux, ils ont droit à la double passerelle s'ils arrêtent leur activité. Mais je vous reconnais, ça c'est uniquement pour la passerelle, mais ça, voilà, je suis compétent pour les indépendants. Merci. Monsieur le ministre, pouvez-vous rappeler, donc il y a Monsieur Van Petegem pour la TVA et donc Monsieur Gilles Quinet qui lui s'occupe de… Donc, Van Petegem, c'est les finances, donc c'est TVA, mais c'est les impôts aussi. Donc, c'est le précompte immobilier également. Donc, ça, c'est Van Petegem. Il a remplacé De Croo. Gilles Quinet, lui, c'est le chemin de fer, mais je ne suis pas sûr qu'il a prévu quelque chose pour les abonnements de train, parce que je n'ai rien entendu dire. Il faut prendre son vélo avec Gilles Quinet. Sans doute. Et alors, vous m'avez demandé le troisième, donc pour ce qui est des congés, de la prise en charge des primes de fin d'année, pécule de vacances, ça c'est Pierre-Yves Dermagne qui est responsable de ces matières-là. Donc c'est le ministre de l'économie. Donc voilà, alors si vous voulez, je peux vous faire parvenir les adresses des différents cabinets si vous le souhaitez. Mais l'idéal, c'est quand même de demander directement aux administrations en direct, c'est le plus simple. Je pense qu'elles sont débordées et comme disaient Valérie et Vinciane, on perd beaucoup de temps à écrire des mails, à réécrire des mails pour qu'on nous réponde. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a récolté chez les WOW, c'est que la clarté des aides ou des mesures n'est pas forcément très transparente et le temps, le délai, nous avons demandé aussi un report de toutes les charges, etc. Ils ont toujours été refusés parce qu'on n'est pas un secteur complètement impacté, mais notre chiffre d'affaires s'en ressent. Donc voilà. Alors, je sais que dans les questions, il y a aussi Ingrid qui voulait parler justement du droit passerelle. En fait, moi, quand j'ai demandé, j'ai ouvert une société le 17 mars. J'étais chez le notaire pour ouvrir mon SRL. Et je n'ai pas eu de droit au droit passerelle parce que je n'avais pas eu de chiffre d'affaires antérieur avec des paiements d'ONSS et tout ce qui s'ensuit. Donc, je n'ai eu droit à rien du tout. Maintenant, j'ai de la chance parce que j'ai une niche qui n'a pas été touchée négativement par la crise, mais en se basant sur un chiffre d'affaires zéro antérieur à l'ouverture de la société, ben, je n'ai eu droit à aucun droit passerelle ni aucune prime parce que c'était une start-up. Oui, mais donc, tout d'abord, avant de répondre à la question, j'ai fait envoyer à tous les indépendants
via leur caisse un mail il y a quelques jours avec les liens vers toutes les aides qui sont disponibles. Normalement, le secrétariat social Jérôme. envoie un mail avec toutes les aides qui sont jointes. Donc, vous avez toutes les adresses disponibles là sur le dernier mail. Alors, Madame Ingrid, si vous n'avez pas eu droit à la passerelle, c'est que vous n'avez pas dû fermer. Vous êtes sans doute dans un secteur qui a pu travailler. En fait, moi, j'ai plusieurs activités et je suis éleveuse de chats. Donc là, qu'on me demande de fermer ou pas de fermer, ben, mes chats, ils sont là, je dois les nourrir, je dois m'occuper des bébés. Je veux dire, ça, c'est un secteur. Mais à côté de ça, je suis photographe aussi et je n'ai pu faire aucune photo parce que je ne pouvais pas me déplacer pour la photographie. Donc, ce secteur-là était réellement impacté alors que le secteur félin ne l'était pas. Oui, donc en effet, tous les secteurs en lien avec les animaux ont pu continuer à travailler. Donc, alors c'est vrai que les chats, c'est peut-être plus spécifique. Je ne connais pas bien le secteur. Donc, vous faites de l'élevage, en fait, et vous vendez des animaux. Exactement, je suis éleveuse féline, mais je veux dire, mais les codes NACE qui auraient pu être pris en compte, et c'était les codes NACE pour la photographie et tous les dérivés de la photo. Et ils m'ont dit, oui, vous avez les profils NACE qui peuvent être pris en compte, mais du fait que vous n'avez pas de chiffre d'affaires sur lesquels se référer pour une hypothétique perte financière, ben voilà, je n'ai eu droit à rien du tout. Mais oui, donc en fait, les starters avaient droit immédiatement aux passerelles sans cotisation préalable s'ils étaient dans un secteur obligé de fermer, comme la malheureuse jeune fille de Liège. Elle avait droit à la passerelle parce qu'elle était coiffeuse et que les coiffeuses ont dû fermer. Tandis que vous êtes dans un secteur qui avait pu travailler. Alors, c'est vrai que… Dans la photographie, on ne pouvait pas travailler. Hein. Pardon? Dans la photo, on ne pouvait pas travailler parce que je suis photographe aussi. Hein. Oui, donc alors vous avez fait 2 demandes. Alors, En fait, moi, j'ai rentré la demande par rapport à mon activité de photographe pour laquelle je ne pouvais pas me déplacer et je ne peux encore maintenant pas faire de déplacement. Mais eux, ils se basent sur le fait que je n'avais pas de revenus sur lesquels se baser antérieurement et ils n'ont pas accepté. Ça, c'est étonnant parce que les photographes, par contre, en effet, ils ont dû arrêter leur activité. Quoique, c'est vrai que certains, je sais que les photographes en lien avec les cartes d'identité, etc., ont pu continuer à travailler. Donc, je suis étonné parce que normalement, les secteurs qui devaient fermer, comme les photographes, normalement, vous auriez dû avoir droit aux aides, même sans stage d'attente. Parce que le stage d'attente, qui est en fait simplement d'avoir payé 2 trimestres de cotisation, ça n'était valable que pour les secteurs qui ne devaient pas fermer. Donc, par exemple, pour votre activité de chat, c'est normal, malheureusement, parce que vous avez pu travailler. Donc, on ne donne pas un revenu de remplacement aux gens qui peuvent travailler. On donne seulement… Par contre, pour le photographe, c'est étonnant. Normalement, vous auriez dû y avoir droit, théoriquement. Il y a dû y avoir un problème. Ça a été un refus. Peut-être, Ingrid, que tu pourrais voir avec Bénédicte pour voir si le dossier est toujours recevable. Je peux toujours voir, oui. Oui, parce qu'il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard. On vient seulement de réautoriser les photographes début décembre. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Je vous donnerai mon adresse et je questionnerai l'INASTI pour voir s'il n'y a pas eu un problème dans votre dossier. D'accord, ça va, merci. Merci beaucoup. Pas pour le chat. Les chats, ça ne vaut pas la peine. Non, mais non, je parle vraiment de l'activité de photographie, moi. pour la photo, ça, c'est étonnant. D'accord, merci. Merci Ingrid pour ta question. Je sais que Diane a une question. Alors, moi, c'était plus par rapport… bonjour, déjà, merci beaucoup de nous permettre de poser toutes nos questions, Monsieur le ministre. Donc, moi, c'était plus par rapport au cas de force majeure et au fait du prince par rapport aux entreprises qui ont des très gros loyers à payer. Je pense notamment à l'ORECA, les restaurants. Normalement, dans un cas de force majeure, on peut invoquer le fait du prince qui fait que dans un contrat de bail, le bailleur comme le locataire ne sont plus tenus
aux obligations du contrat, donc à payer le loyer, s'ils ne peuvent pas le faire à cause d'un cas de force majeure. Et nous sommes dans un cas de force majeure. Alors, ma question, c'était, il y avait un article sur Internet relayé par RTL TVI à ce propos-là, justement, parce que la demande avait été faite par des restaurants à Bruxelles. La question, c'est est-ce qu'on peut invoquer ce fait du prince pour justement geler le contrat le temps du cas de force majeure? Et sans être viré par le propriétaire, j'imagine. Ah oui, 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 les gens sont extrêmement protégés dans ce cas-là. Si vous voulez plus d'infos, l'avocate Wowo Séverine Evrard a écrit un article très intéressant là-dessus que j'ai relu d'ailleurs avant de poser la question. Donc, je vous pose vraiment la question, est-ce que c'est possible? Parce que ça met vraiment les restaurants dans la merde noire de devoir payer ces loyers énormes qui sont parfois 10 000, 15 000 euros par mois. Oui, en fait, vous avez exactement la même question qui se pose pour les assurances, hein, puisqu'en fait, le cas de force majeure aurait pu permettre de pouvoir faire intervenir les assurances, mais malheureusement, dans les contrats, les compagnies avaient exclu comme cas de force majeure les épidémies. Et donc, évidemment, ça a empêché d'utiliser les assurances pour pouvoir… Et donc, la même remarque doit être faite sans doute sur les loyers. J'imagine que dans les contrats de bail, les épidémies ne sont pas reprises comme cas de force majeure. Mais là, je me lance un peu parce que je fais juste un parallèle avec les assurances que je connais. Pour les loyers, j'imagine que c'est ça. Mais les loyers, malheureusement, c'est une matière régionale. Et donc, je sais, par exemple, qu'en Flandre, ils ont mis un système qui permet de prendre en charge pour partie. Donc, si je réponds par analogie avec les assurances, et j'imagine que les propriétaires ont sans doute prévu dans leur baux que l'épidémie n'était pas considérée comme un cas de force majeure. Parce que sinon, vous avez raison, ce serait vraiment très, très intéressant. On pourrait dire, voilà, cas de force majeure, je ne paye plus mon loyer, et ainsi, on a une bulle d'oxygène financière qui est octroyée aux locataires. Mais je n'ai pas encore entendu dire que c'était possible, donc j'imagine que ça a dû être prévu dans les contrats. Mais je vous réponds uniquement par analogie des assurances. Merci. Est-ce que du coup, Monsieur le ministre, on peut invoquer ce droit avant de payer son loyer ou ses assurances, ou pour les décaler en tout cas? Pour les assurances, ça ne vaut pas la peine d'essayer parce que là, je sais que c'est, sauf un assureur très distrait, mais pour les loyers, il faut peut-être relire son contrat. Alors, parce qu'en effet, si dans le contrat, ça n'est pas indiqué que l'épidémie n'est pas reprise comme cas de force majeure, si on n'évoque pas l'épidémie, alors vous pouvez en cours en disant que c'est un cas de force majeure. Et à mon avis, devant un tribunal, ça peut se plaider, mais il faut que ce soit évidemment pas prévu. Si c'est prévu dans le contrat qu'une épidémie, ça n'est pas un cas de force majeure, vous perdrez au tribunal. Par contre, si le bail est mal rédigé ou que cette clause-là ne figure pas, vous pouvez tenter le coup, c'est clair. Je suis sûr qu'il y en a qui gagneront devant devant le tribunal. Attendez, soyez honnête, monsieur Clarinval. C'est pas prévu dans nos baux qu'il y avait une épidémie. Déjà que le gouvernement a été complètement stupéfait qu'on ait une épidémie. Et si on doit prendre des avocats pour gérer nos loyers et procéder avec des avocats, on a presque plus intérêt à payer le loyer et payer des frais d'avocat. Donc, ce n'est pas réaliste. Mais, je suis honnête, excusez-moi, mais je réponds à la question qui m'est posée. Et le cas de force majeure, c'est une clause contractuelle qui est prévue dans des contrats soit d'assurance, soit de bail. S'il n'est pas prévu, eh bien à ce moment-là, vous avez le droit d'aller d'abord trouver votre propriétaire. Vous lui dites, voilà, je considère que c'est un cas de force majeure. Si le propriétaire dit, tu as raison, ok, tu peux ne pas payer X mois, tant mieux. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous allez au tribunal et là, c'est à vous de juger si vous prenez un avocat ou pas. Moi, je réponds à la question qui m'est posée tout simplement. Et je l'ai répondu par analogie avec les assurances parce que là, la question a été posée clairement aux compagnies et je vous ai dit que vis-à-vis des assurances, ça ne valait pas la peine d'y aller parce que là, je sais que les contrats d'assurance sont quasiment tous rédigés de telle sorte que les épidémies sont clairement indiquées comme n'étant pas de cas de force majeure. Donc, voilà, moi, je répondais juste à la question.
Merci. Alors, je vois qu'il y a Claire Dota qui veut poser la question. Claire, c'est à ton tour. Oui, bonsoir, Monsieur le ministre, et je suis vraiment très contente de pouvoir poser mes questions et par rapport au contenu qui a déjà été énoncé, car c'est très intéressant. Moi, j'ai commencé une activité complémentaire pour laquelle je n'ai pas encore eu de prestation, et mes questions vont être principalement pour ma fonction de salarié en tant que responsable des ressources humaines. Vous avez mentionné que pour les primes de fin d'année, il y aurait une intervention du gouvernement et que c'était en tout cas le ministre, Monsieur Dermagne, qui pourrait y répondre. Effectivement, aussi bien mon secrétariat social que l'ONEM, ils n'ont aucune information sur les modalités pratiques, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui va donner lieu à un remboursement aux travailleurs ou est-ce que ce serait des exonérations. Mais ce qui est important, c'est que par exemple, nous, on doit verser les primes de fin d'année pour la semaine prochaine pour le 15 décembre sur le compte bancaire des travailleurs. Donc aujourd'hui, on est dans la question de se dire est-ce qu'on peut juste considérer les 52 jours assimilés et notre secrétariat social nous dit, moi je travaille au comité de gestion de le service des communautés, de la gestion de la communauté du SHAPE. Nous travaillons au sein de l'organisation internationale, mais nous ne fonctionnons pas comme un travailleur NATO. Donc, les revenus générés payent nos salaires et nous payons des impôts. Donc, une grande partie de nos travailleurs, puisque nous avons des activités HORECA et des activités sportives qui sont fermées, majorité de nos travailleurs sont en chômage économique. Ça a été reconnu Covid. Et donc, je me dis, comment ça se passe pour les primes de fin d'année? Est-ce qu'il va y avoir des clarifications qui vont être faites très bientôt ou... En fait, je n'ai pas bien compris dans quel secteur vous travaillez, madame. Moi, je travaille au SHAPE et c'est le comité de gestion à la communauté du SHAPE. Donc, nous avons tout un service à la communauté qui est composé de centres sportifs, de restaurants, de cinéma, etc. Et donc, toutes ces activités, on va dire, qui sont culturelles et qui sont de l'HORECA. On a un hôtel aussi. Majorité de ces activités sont à l'arrêt pour la deuxième fois. Et donc, nos travailleurs sont en chômage. Et donc, pour l'année 2020, beaucoup de périodes de chômage pour le calcul des primes de fin d'année, on est vraiment impacté. Et vous êtes indépendante accessoire dans cette activité? Non, moi, je suis salariée dans cette activité-là. Je suis salariée. Mais alors, la question porte sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez, alors? Oui. Ah, ok, ça va. J'avais cru que vous étiez indépendante accessoire. Et vous ok, alors là, donc, ça, c'est très compliqué parce que je vous ai dit tout à l'heure que la prime de fin d'année ou alors le pécule de vacances, ça dépend un peu des secteurs. Tous les mécanismes varient en fonction du secteur dans lequel vous travaillez. Donc, je connais bien l'HORECA parce que celui-là, j'étais au cœur de la discussion. Eux, c'est un fonds qui est alimenté et qui est réalimenté par l'État pour compenser. Et donc, ça veut dire que les employeurs ne devront pas cotiser, ils devront cotiser qu'un certain pourcentage. Mais par contre, pour votre secteur, je ne connais pas le mécanisme. Et ça, chaque mécanisme dépend de la convention collective dans laquelle votre entreprise est active. Et ça, il faut se renseigner auprès du ministre Dermagne parce que chaque réponse varie en fonction du secteur. Ben, disons que justement, notre secrétaire social nous a dit, puisque nous, on n'est pas assujettis aux conventions collectives, mais que pour l'ONSS, c'est la CP 337, je pense, qui s'applique. Mais le mieux serait que je lui envoie un email alors au ministre Dermagne. Alors. Vous contactez soit la commission paritaire, soit le ministre pour avoir vraiment une réponse spécifique pour votre secteur, parce que je ne connais pas tous les secteurs. Il y en a des centaines. Et chaque secteur a un mécanisme un peu spécifique. Donc, mais le principe, c'est celui-là. Le principe, c'est que si vous avez été à l'arrêt, et c'est ce qui semble être le cas dans votre activité, alors il y a une prise de charge au prorata des jours de fermeture des primes de fin d'année. Donc, c'est un principe.
Ok, alors j'avais également une deuxième question. Vous savez que les indemnités de chômage qui sont payées sont taxées à du 15%. J'ai cru entendre que dans l'avenir, elles pourraient avoir encore un taux de taxation qui pourrait être moindre. Ma question, c'est, vous savez qu'en général, si un travailleur paye finalement sur ses indemnités de chômage moins de taxes, il va avoir un retour, je vais dire, en 2022. Est-ce que c'est bien comme ça que ça va se passer ou au contraire, il va y avoir une adaptation par rapport à la situation économique? Non, vous avez raison. Donc, il risque d'y avoir pour les travailleurs qui sont au chômage temporaire des conséquences fiscales complexes. Oui. Donc, c'est clair qu'en fait, pour le moment, ils cotisent Très peu. En fait, le revenu est faible, ils cotisent peu et donc ils risquent d'avoir une correction fiscale difficile l'année prochaine. Ouais. Alors là, c'est le chômage temporaire, donc c'est de nouveau mon collègue d'Hermagne. Ce sont les matières employées, voyez-vous, tout ça. Et vraiment, je sais que mon collègue d'Hermagne, mais bon, ça a des conséquences fiscales énormes hein, sur le plan de l'État. Je sais qu'il travaille pour essayer d'amortir le choc pour tous ces travailleurs qui vont en effet avoir un redressement fiscal important. Et qui sont aussi, moi je m'occupe des indépendants, mais il faut reconnaître que dans certains secteurs, les travailleurs qui sont à 70% du revenu officiel et qui parfois prestent des heures supplémentaires ou font des activités et qui ont donc finalement un revenu réel qui est nettement supérieur au revenu déclaré de base. Il y a des indépendants qui vont, des travailleurs salariés qui vont souffrir très fort, évidemment, au niveau de perte de revenus. Mais là, de nouveau, c'est le ministre Herman. Okay. Mais ce n'est pas décidé. Il n'y a encore rien de décidé à cet égard. C'est seulement en cours de discussion. Ok. Et alors, juste une toute dernière question. Vous aviez parlé que pour les indépendants, le T3 serait une exonération complète. Quand vous dites T3, exonération complète, ce sont les charges patronales pour les frais des travailleurs au cours du 3e trimestre? Les cotisations ONSS pour le personnel. Ok. ONSS pour le personnel. Ok, donc c'est bien pour tous les travailleurs, ce qu'on cotise au niveau de l'ONSS, il y aura une exonération complète. Voilà, normalement, vous auriez déjà dû recevoir, si vous êtes dans le secteur ORECA, en tout cas les secteurs obligés d'être fermés, vous auriez déjà dû recevoir des notes de crédit si vous aviez payé dans les délais votre T3. Donc, il faut se renseigner. Bien non, nous n'avons rien reçu. Il y en a plein qui l'ont reçu en tout cas, mais peut-être que voilà, il faut se renseigner. Mais je sais que là, par exemple, il y a des problèmes parce que l'ONSS, en fait, profite toujours. Le problème, c'est que nous avons décidé d'exonérer le 3e trimestre, mais par exemple, l'ONSS profite de cette exonération pour se rembourser parfois de trimestres qui étaient en retard et donc bien souvent, ils amputent une partie de ce qui devrait être versé à l'indépendant. Ils l'amputent de dettes, enfin pas de dettes, mais Ça, on voit sur nos décomptes, hein, on fait lire nos décomptes. Maintenant, je vais dire, nous, dans notre cas, c'est différent parce que c'est le secrétariat social qui nous envoie la facture et je pense que c'est toujours avec, enfin pas anticipativement, mais directement qu'on paye les salaires, on a directement la facture qui est domiciliée. Donc. En tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages qui disaient que parce qu'en fait, 95% des gens avaient payé dans les délais. Et donc, ils disaient, oui, mais on a payé, c'est un peu con. Et donc, en fin de compte, ils ont simplement des notes de crédit qui sont dressées par l'ONSS. OK. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos réponses. Oui, avec plaisir. Est-ce que Oui, Bénédicte? Moi, j'ai une question par rapport au droit passerelle 2021. Donc, il sera intersectoriel. Par rapport au starter, est-ce qu'il faudra aussi 2 trimestres de cotisation? Donc, Oui. il sera lié au fait d'une baisse de chiffre d'affaires de 40% par rapport à la même période en 2019. Mais par rapport au starter, c'est aussi 2 trimestres dans ce cas-là? Oui, la règle n'a pas changé. D'accord. Si vous êtes dans un secteur qui est obligé d'être fermé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trimestre, pas de cotisation. Si vous êtes dans un secteur qui est juste en perte de chiffre d'affaires, là, il y a 2 trimestres
cotisations sociales qui devront être payées pour éviter les mécanismes frauduleux qui ont été constatés, des gens qui créent des entreprises 3 jours avant pour avoir uniquement le droit passerelle. Voilà. Ok. Et alors, moi, encore une petite clarification. Vous avez parlé de la TVA, etc. Lorsque je vais sur le site du SPF, il n'est pas à jour. Et donc, il y a toutes les informations par rapport aux possibilités. Je reprends vite le site ici. Donc, la dernière info sur leur site date du 18 mars. Donc, c'est très déroutant pour les indépendants où, en début de crise, il a été bien mis à jour. Mais là, la dernière mise à jour date du 18 mars et il n'y a plus rien. Oui, donc ça c'est lamentable. Hein. Donc bon, déjà, l'indépendant, il est perdu dans tout ce qu'il doit faire. Mais alors, si là, le site n'est même pas mis à jour, moi, je suis sur le site du SPF, je clique coronavirus, voilà. Et Oui, la TVA, c'est mon collègue Van Petegem. Je crois qu'il a du travail. Mais, en fait, je pense qu'il faut quand même s'adresser directement à l'administration. Moi, j'ai envoyé le lien, donc par les caisses d'assurance sociale, j'ai envoyé un courrier avec tous les liens Internet vers les administrations pour pouvoir ouais. faire une demande. Donc, et la TVA, moi, je dirais à Vincent qui doit un peu remettre son site à jour parce que manifestement, c'est un peu Bah oui, lamentable. parce que c'est déjà le dédale pour les indépendants. Donc, en plus de demander des plans d'appurement chez les différents fournisseurs, demander le droit passerelle de reprise, double droit passerelle, c'est toujours des formulaires différents, les dispenses, etc. Ben, on en perd notre latin. Enfin, ils en perdent leur latin surtout. Là, Voilà. Et plus le nez dans le guidon et à un moment, on voit plus clair. Donc, voilà, c'est périlleux. mais là, je ne sais que partager votre constat, je trouve ça lamentable. Je le dirai à mon collègue. Mais je renverrai un petit mail. Parce qu'évidemment, du coup, ils sont encore submergés de demandes puisque c'est pas à jour. Donc, ça ne fait qu'amplifier, malheureusement. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore une question? J'ai l'impression. Oui, Stéphanie. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Je suis indépendante complémentaire et grâce à ma fédération, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles indemnités qui allaient être versées à partir de 2021 pour les indépendants complémentaires qui ont été un peu oubliés en 2020. Mais ce n'est pas très clair pour moi comment ça va se passer, quelles sont les conditions. Donc voilà, je ne sais pas si c'est possible pour vous de m'expliquer un peu. Les primes, à mon avis, vous faites référence aux primes régionales, je pense. Parce que les primes régionales, en fait, pour les indépendants complémentaires, là, je vais être un peu dur. Malheureusement, au niveau passerelle, il n'y a rien. Non, mais moi, pour être honnête, je suis mi-temps. À côté, je vais passer complément total cette année-ci, mais bon, j'ai fait marche arrière. Mais c'est vrai que normalement, je vis de mon mi-temps avec mon activité d'indépendante. Oui. Et donc, ça n'a pas changé malheureusement. Quoique, si vous cotisez plus de 7 000 euros par an, vous avez droit à une demi-passerelle. Et si vous cotisez plus de 14 000 euros par an, vous avez droit à une passerelle Oui, complète. mais c'est basé sur J-3 ans et c'est au moment où j'ai ouvert mon magasin. Donc, cette année-là, je n'étais pas en positif. Et si vous pouvez quand même demander, parce qu'il y a un calcul sur base oui, c'est ça, il y a moyen de faire un plan sur base d'un potentiel chiffre d'affaires espéré avec un. Bon, c'est un peu complexe, je sais, mais vous pouvez quand même tenter le coup. Ça ne Ok. rien de le faire. Par contre, ce que les aides, la région Wallonne en tout cas, je ne sais pas les 2 autres régions, mais la région Wallonne, je ne sais pas si vous habitez en région Wallonne, mais Mon magasin est sur Bruxelles et je vis en Flandre. Mais j'avais cru comprendre que c'était. En tout cas, l'info est passée par la Fédération des prestataires du mariage, comme si c'était un truc fédéral maintenant, en disant qu'ils expliquaient les nouveaux droits passerelles que vous avez expliqué tantôt, et en même temps, ils disaient que pour les indépendants complémentaires, il y avait une nouvelle. Attendez, ils mettent vous pouvez bénéficier en fonction de la hauteur de vos revenus en tant qu'indépendant d'une demi-prestation ou d'une prestation complète. ben oui, c'est en fonction des cotisations, 7 000 ou 14 000 euros. Ça, c'est. Ok. Mais si vous êtes actif dans le secteur du mariage, moi, j'ai expressément fait référence aux. Donc, j'ai expressément mis dans les passerelles que ce secteur-là. Mais bon, si vous êtes complémentaire, je suis en train de me tromper.
oui, Ouais. vous avez d'abord votre revenu principal, sauf si vous avez cotisé plus de 7 000 euros par an. Pas à J-3 ans et pas en tout cas les 3 dernières années avant, oui, mais plus depuis que j'ai mon magasin. J'ai un magasin avec un loyer et voilà. Oui, oui. C'est ça. Mais c'était juste que j'avais l'impression que ça allait changer en 2021. Donc, j'avais vu l'info ce matin sur Facebook. Mais alors, envoyez-moi, si vous voulez bien, par mail votre situation, parce que c'est quand même, je ne voudrais pas vous induire en erreur parce que je n'ai pas assez d'informations. Oui. Mais en tout cas, je suis bien informée par la Fédération des prestataires du mariage. J'ai eu l'info ce matin et ils ont dit qu'ils allaient nous informer de la suite parce que dans le secteur du mariage, on est beaucoup en complémentaire. Oui. Que ce soit dans les photographes, les décoratrices, on fait ça. Étant donné qu'on travaille entre avril et octobre, on a souvent un boulot à côté et donc on est beaucoup en tout cas concernés par ce point-là. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment ferait une personne isolée dans son ménage si elle travaille mi-temps dans le secteur du mariage et mi-temps comme employée. Comment est-ce qu'elle ferait pour survivre avec un mi-temps qui n'a plus aucune rentrée? Oui, moi j'ai de la chance, mon mari travaille et je suis dans un bon secteur en tant que salarié, mais sinon effectivement ça pourrait être compliqué. Oui, oui, mais donc ça c'est la difficulté, c'est que les indépendants complémentaires sont ont théoriquement un revenu de base qui est présent, et donc on considère que le revenu complémentaire, il y a quelque chose qui rentre comme revenu dans la profession principale. Oui, mais ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y a des gens qui font ça, ils ont un temps plein et puis ils sont complémentaires, ou il y a des gens comme moi qui sont à mi-temps et qui sont complémentaires. On n'est pas dans la même. Les revenus à côté ne sont pas les mêmes. Mais c'est pour ça qu'il faut, même si vous êtes à mi-temps, il faut au moins cotiser 7 000 euros par an, de telle sorte à ce que vous ayez au moins une demi-passerelle par mois. Moins de 7 000 euros par an, là, c'est vrai que c'est considéré comme profession très accessoire, tandis que si on cotise 7 000 euros par an, c'est que c'est quand même déjà une profession qui… Les 7 000, c'est par rapport à quoi? C'est pour les cotisations patronales, enfin pour vous. Oui, c'est bien ça. Par an, hein, par an. Oui, par an. Ok, mais ça, je vais revérifier combien j'ai payé, mais on se base à J-3 ans. Alors, quand vous êtes, parce qu'en fait, vous cumulez les difficultés, quand vous êtes starter en plus, il faut… Je n'étais pas starter, mais j'ai ouvert un magasin. Je suis passée d'un e-shop à un magasin physique il y a 3 ans. Et donc, voilà, mes frais sont différents quand on passe d'un web shop à un magasin physique. Oui, mais vous étiez déjà indépendante avant ces 3 années-là? Oui, ça fait 11 ans. Ah, mais donc, vous n'êtes pas du tout starter. Alors, vous êtes… non, mais étant donné que j'étais en perte il y a 3 ans, au moment et que ils calculaient par rapport à il y a 3 ans où j'ai ouvert mon magasin, j'ai beaucoup plus de frais qu'avant. Et donc, l'année J-3 et J-2, j'étais très proche. Voilà, oui. C'était le temps de lancer le magasin qui n'est pas la même chose que d'avoir un web shop. Mais donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je regarde vos chiffres parce que c'est difficile pour moi sans savoir votre… Voilà, moi, je m'en sors bien dans ma situation et je voulais poser la question parce que voilà, j'ai d'autres copines qui sont dans la même situation que moi et qui, elles, ont beaucoup plus de mal. J'ai la chance de travailler dans l'IT à côté, donc j'ai un bon salaire qui tombe encore à côté malgré mon mi-temps. Mais voilà, la question était aussi posée pour mes copines qui sont dans la même situation que moi et qui, elles, s'en sortent beaucoup moins bien que moi. Alors, écoutez, si vraiment vous avez des copines qui ont des difficultés, qu'elles n'hésitent pas à envoyer un mail. Parce que là, je peux refaire examiner. Et c'est vrai que quand on est starter et complémentaire, il faut connaître vraiment les chiffres en détail pour pouvoir estimer la situation, parce que ça dépend vraiment de la… Voilà. Mais je pense que chez vous aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça en complémentaire et qui étaient intéressés par la question. Je sais que je ne suis pas la seule, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi poser la question d'une manière plus pour la communauté en général. Retenez qu'il faut au moins payer 7 000 euros par an de cotisation pour espérer avoir des droits raisonnables, quoi. En dessous de 7 000, par exemple, il y a une question, il y a beaucoup d'indépendants qui sont en article 37, donc par exemple dans les garderies d'enfants et ce genre de choses. Là, c'est pareil, c'est un statut fiscal qui leur permet de payer très peu de cotisations, mais qui leur crée quasiment pas de droits. Donc, c'est quand il y a des situations difficiles comme maintenant, ça se retourne contre eux. Donc, il faut quand même essayer au moins à chaque fois de payer minimum 7 000 euros par an de cotisation pour bénéficier d'un minimum de droits. Alors, Vinciane, notre comptable, me fait signe. Après, je donne la parole à Barbara.
Vinciane, 7 000 €, ça fait quand même plus de 700 € par trimestre, j'imagine. C'est Oui, énorme. non, c'est 7 000 € de base de calcul de loi sociale. Donc, D'accord, ok. il ne faut pas payer 7 000 € de loi sociale d'indépendant. Hein. C'est 740, enfin 350 ou enfin 375. Voilà. Oui, parce que moi, je suis en train de me dire que je ne payais pas 7 000 et que j'étais loin. Ça fait combien Non. par trimestre, Vinciane, à peu près? De quoi? Je suis fatigué, donc je me suis... Oui, pas de souci, mais c'est pour ça que je préférais rectifier quand même le truc. Je suis en train de me dire, je suis vachement loin de payer 7 000. Non. En termes de chiffre d'affaires, ça équivaut à quoi du coup? Ça m'intéresse de savoir. Mais c'est 7 000 € qu'il faut payer en chiffre d'affaires pour pouvoir avoir droit. Enfin, en chiffre d'affaires, c'est pas le chiffre d'affaires, parce qu'évidemment, le chiffre, enfin, c'est entre guillemets net d'indépendant, donc avant impôt, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins frais. Donc, plus vous avez de frais, moins vous avez de base taxable, et moins vous avez de base taxable, moins vous payez de loi sociale, mais moins vous avez droit aussi alors aux aides. C'est un peu ça le truc. Donc, c'est quand vous regardez un peu, enfin, ouais, comme je dis, vos rentrées, moins vos différentes dépenses, loyer, internet, fournisseurs et autres, ben, il faut voir effectivement ce qui vous reste pour voir. Enfin, voilà, petite parenthèse. Merci beaucoup, Vinciane. Moi aussi, j'avais compris ça, hein, Stéphanie, donc ne t'en fais pas, tu n'étais pas la seule. Alors, Barbara, tu as aussi... Oui, pardon, monsieur le ministre? Non, je disais, c'est moi qui me suis mal exprimé, donc je remercie Vinciane. Mais voilà, je fatigue un peu. Désolé. Alors, Barbara, encore une question. Oui, en fait, ce n'est pas une question. Je voulais simplement terminer sur une note positive parce que je ne suis pas sûre que tous les ministres qui sont actuellement au gouvernement connaissent les détails techniques aussi bien que M. Clarinval dans le domaine qu'il a. Et je l'ai contacté il y a pas longtemps parce que je galérais avec mon pré-ricochet et je l'ai obtenu entre-temps, notamment en suivant certaines de ses indications et de son cabinet. Donc voilà, quand même, je voulais rajouter une petite note positive à l'affaire. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Barbara. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on puisse libérer ensuite monsieur notre ministre David Clarinval? Oui. Juste encore une info dans le chat, je vous ai partagé le lien vers la checklist où aussi notamment je parle du pré-ricochet, du pré-recover, des différentes mesures d'aide qui sont mises en place par les régions. Donc, et n'hésitez pas à aller consulter le site du 1819, du 1890, du VLAIO en Flandre, où tout est très très bien expliqué aussi. Donc, voilà. Alors, Bénédicte, j'ai même demandé qu'on rajoute un lien dans la newsletter de demain avec ce lien. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Yes, merci. Je vois que tout le monde applaudit. Alors, évidemment, on va passer à nos jeux. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas obligé de rester avec nous parce que, à mon avis, vous allez de réunion en réunion. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Mais sachez que vous êtes le bienvenu si vous voulez rester à notre tour de je veux. Mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie pour cette réunion. Et donc, si vous voulez vraiment avoir encore si vous avez encore des questions vraiment pointues, ou n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux vous donner mon adresse privée maintenant, comme ça vous en disposez. Ce serait super que vous puissiez l'inscrire dans la textbox ou que vous puissiez me la dicter. Comme ça, je peux l'inscrire pour tout le monde. Je la mets sur le chat, comme ça. Mais c'est mon adresse personnelle, gardez-la pour vous. On n'envoie pas de blagues à monsieur le ministre, s'il vous plaît. On ne pollue pas son adresse email. On changera un peu des messages. Ne la mettez juste pas sur les réseaux ou quoi, parce que là, ça devient, alors c'est plus possible pour moi. Non, mais je vous la donne. Alors, ne rigolez pas, c'est mon adresse quand j'étais à l'UNIF il y a quelques années de ça. Donc, c'est une adresse un peu... donc, c'est Cladav, les 3 premières lettres de Clarinval, et de David, ensuite, hotmail.com. Et comme ça, vous m'envoyez vos messages et je donnerai suite très rapidement. Voilà. Je vous laisse. Bonne fin de soirée. Et, merci beaucoup, monsieur le ministre. Et à très bientôt pour la suite. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci les Wowo. En tout cas, vous m'avez époustouflée. Vous êtes toutes tellement au courant de tout. Je trouve ça génial.
Bon, j'espère que ça va faire réfléchir et que ça pourra aboutir sur plus de clarté et plus de mesures d'aide pour nous. Merci en tout cas d'avoir organisé ça. Je ne suis Ouais. pas convaincue qu'on a le meilleur des ministres, si je peux être vache. Juste dépipé, moi. Je viens d'envoyer un mail à Ducarme. Il y a pire. Attends, je viens d'envoyer un mail à Ducarme en disant vous êtes dans le bon parti. Enfin, c'est pas possible. Ducarme, pourtant, c'est pas mon parti. Il était bien, mais là, Ah non, Ducarme était top, on est d'accord. Ducarme avec ses défauts, mais il était bien. Mais là, il nous a quand même asséné des choses complètement fausses, pas justes. Merci Florence d'avoir organisé. Au moins, on a passé une soirée. Quand même. On a quand même appris. La seule bonne nouvelle de la soirée pour moi, c'est le droit passerelle pour des professions libérales. Publié au CODNAS à la Cour. 40%, c'est une bonne nouvelle pour pas mal de secteurs. C'est la seule chose qu'on ait appris. Pour le reste, le mec, il est juste incompétent, quoi. J'espère qu'il n'est plus en ligne et quelque part. En tout cas, ça fait beaucoup de mails à différents ministres à écrire en espérant qu'ils nous répondent, bien sûr, et qu'on reçoive une réponse en temps et en heure, comme tu l'exprimais. Il répondait à tout le monde. On envoyait un LinkedIn, un mail. C'est son équipe, mais il était juste top et il réagissait dans la presse le lendemain. Celui-là, il ne va pas répondre. Hein. Ouais. Écoute, teste Valérie, parce que moi, il m'a répondu et son chef de cabinet est très bien aussi. Donc, je les ai eus et moi, ils m'ont aidé en tout cas, ce qui n'était pas toujours le cas chez Borsu. Donc, mais dans le chat, on n'a pas son adresse email privée. Hein. Il a dit qu'il la mettait. Clada@hotmail.com. Voilà. C'est quoi? À mon avis, il l'avait écrit à Diane parce que Diane a dû le réécrire. Diane, tu as une touche peut-être? Écrit, je ne sais pas pourquoi. Tu as une touche, Diane. Je vais l'écrire celle-là. Comme on parlait de prostituées, peut-être qu'il a cru que… En parlant de ça, j'espère qu'il ne va pas avoir de problème. Franchement, je me suis dit, oh là là. Je vais lui envoyer mon adresse, je vais être dans la newsletter. Bon, en tout cas, merci Florence. Merci Florence de l'avoir organisé. Ça, c'est quand même assez intéressant. Après ton passage à RTL, il fallait le faire. Donc, bravo. Écoute, moi, j'ose tout. Hein, voilà, le nom dessine les contours du futur, oui. C'était très bien. Moi, j'aimerais bien remercier Bénédicte Van de Voork pour ta checklist. Je l'ai partagée sur Noël Local. Je l'ai lu, hein, c'est hyper intéressant. Je ne suis pas au courant de la moitié de ce qu'il y a dedans, donc je trouvais ça vraiment… Mais oui, c'est pour ça que je l'ai faite, parce que dès le début, oui, je travaille chez Partena, mais j'ai aussi beaucoup d'amis indépendants. Et j'ai réalisé qu'ils me posaient des questions. J'ai dit, mais ils ne savent pas où, ils ne savent pas où trouver l'info. Donc, je vais chercher. Et c'est ça que j'ai fait la remarque à Clarinval en disant, le SPF Économie, ils ne sont juste pas à jour parce que on clique sur coronavirus, c'est les mesures du 18 mars. C'est tout. Or, lui, il parle de plein de trucs, mais c'est pas mis. Et moi, je vais voir tout le temps pour mettre cette checklist à jour. Donc, voilà. Et on est conscient il faut avoir une vue récapitulative. Et bon, en fonction d'où tu as ton siège social, etc. Parce que tu as non seulement le fédéral, mais tu as aussi le régional. Florence, tu organiserais pas un petit webinaire avec Bénédicte qui effectivement a l'outil d'expliquer ça un peu à tout le monde? Bénédicte, c'est quelque chose que tu pourrais faire? Oui, on peut. Ou je peux le faire avec Daniel aussi, hein, comme on l'a déjà fait, mais je peux le faire aussi. Pas de problème. Génial. Je note. Parce qu'à la limite, je pourrais inviter aussi mes clients qui pourraient se connecter. Ça pourrait faire peut-être des wouhou et ça pourrait peut-être faire des clients partenaires. Oui. Moi, je m'inscris si tu fais ça, parce que j'aimerais bien tout comprendre. Moi, j'inscrirais bien mes clients francophones et ils peuvent découvrir wouhou. J'en ai 300-400, mais il y en a peu qui se connectent, j'avoue. Mais je peux faire un email à tout le monde et c'est tout bonheur pour les wouhou et pour Partena. À ce moment-là, Florence, on peut le faire via GoToWebinar où on peut accueillir beaucoup plus de gens. Ça j'ai l'outil. Ok. Et peut-être Vinciane, ça intéresserait aussi peut-être tes clients
Le but, c'est qu'un maximum de personnes soient au courant. Si on le fait en soirée, un thème inspiration comme celui-ci. Ça peut très certainement intéresser des clients à moi. Oui, non, effectivement, bien volontiers. Génial. Alors, je vous propose de passer au tour des je veux. Soyez créatifs. Moi, je veux qu'on diminue la TVA sur tout le pays. Cap ou pas cap, monsieur Clarinval? Moi, je veux que le coiffeur il s'ouvre parce que c'est important pour le bonheur, le bien-être moral des femmes. Le pays le plus taxé du monde, ça m'énerve beaucoup. Mais entre nous, les coiffeurs sont évidemment ouverts pour les hommes et femmes politiques et les hommes et femmes de médias, hein, mais fermés à tout le reste de la population, c'est quand même extrêmement bizarre, je trouve. Oui, il y a eu la photo avec je ne sais plus qui a tourné sur les réseaux. Ouais, Maria Del Rio. Oui. Il y a Christophe de Borsu, lui, il s'est carrément vanté. à côté de ça, c'est juste confidentiel. Machin. C'est juste confidentiel que quelques personnes se fassent coiffer et ça n'a pas de sens d'ouvrir les salons parce que, pour parler de mon secteur, si on ouvre les salons, ils ne les ouvriront pas le 20 décembre, janvier, février, c'est mort chez nous. Donc, c'est un Bien faux sûr. problème. Donc, c'est juste faire du chiffre maintenant. Au moins, les coiffeurs ou les métiers de contact vont faire du chiffre d'affaires. Après, c'est quelque part un faux problème. Mais bon, il faut savoir que dans notre secteur, j'ai fait un calcul que entre le droit passerelle et les primes, un coiffeur en Belgique, en fonction des régions, a plus ou moins touché 30 000 euros. Quand même, quoi. Quand vous êtes tous là avec vos secteurs, vous n'avez pas touché 30 000 euros. Non. Et quelqu'un qui a un enfant, qui est coiffeur, plus les aides qui vont arriver, c'est entre 30 et 35 000 euros. Donc, c'est vrai que la situation est dure, mais bon, à un moment, c'est bon. Moi, j'ai un copain qui est coiffeur, il a un petit loyer, et donc lui, avec les droits passerelles, il s'en sort. Oui, Mais on a un autre copain qui est coiffeur à Bruxelles, et avec ses loyers, il ne s'en sort pas. Et donc, on leur revenait à la même chose, c'est les loyers et c'est les charges de chacun qui ne sont pas identiques, alors qu'ils reçoivent tous la même prime. En fait, le plus Est-ce révoltant, que ça veut dire du coup qu'il faut licencier le personnel et payer les indemnités de licenciement parce que tu t'en sors pas de payer les loyers à l'avance? C'est ça le problème aussi. non, Aussi. le plus révoltant, c'est que comme un enfant n'est pas un enfant en Belgique avec les allocations familiales et les subsides dans les écoles, un indépendant en Belgique n'est pas un indépendant. Donc, un indépendant de Flandre, il est méga cool, même s'il se plaint, il pleure, mais il a touché un maximum d'argent. Il a touché plus de 35 000 euros dans mon secteur. Et à Bruxelles, c'est les parents qui ont le plus de loyers et qui sont dans une merde inouïe. Mais globalement, c'est un secteur qui fait plein de blagues et ils doivent repenser leur secteur. Oui. Donc, On le paye. Dans mon secteur aussi, il y a plein de blagues. Et voilà, j'ai beaucoup de copines. Elles gagnaient surtout par le blague, elles n'ont pas cotisé. Et voilà. voilà. Donc, à un moment, il faut revenir. Oui, c'est un revers de médaille. C'est un revers de médaille et peut-être que ça. Enfin, je suis très vache là, mais on va assainir un peu certains secteurs. Mais à côté de ça, il faut quand même des aides automatiques et pas les ONSS où il faut faire la demande, sinon on ne l'a pas. Alors, je vous propose de passer au « je veux ». Escunuo, qui a l'habitude, peut prendre la parole. Et puis, n'oubliez pas, passez la balle, le stylo, le verre de vin, la robe de mariée à la suivante. Ça va. Qui fait? J'attaque? Vas-y, attaque, Ingrid. Alors, moi, mon je veux, c'est je voudrais, je l'ai déjà contacté, mais il m'a envoyé un message en me disant qu'il allait me recontacter quand il avait un peu plus de temps. C'est reprendre contact avec Marc Vossem parce que j'ai très envie de faire une émission radio dans laquelle je vais aider les gens à améliorer le comportement félin et à faire comprendre les besoins des chats. J'ai vraiment envie de faire ça. Ça fera partie d'un complément des formations que je suis en train de mettre en route. Et je trouverais ça super sympa de pouvoir avoir une émission de radio. Et je pense que, comme Marc Vossem est la personne qui est quand même qui chapeaute plusieurs chaînes de radio différentes, je pense qu'il est la bonne personne. Donc, je voudrais vraiment pouvoir faire ça ici en 2021. Ce serait vraiment cool.
Comment on peut t'aider? Est-ce que tu as contact avec lui? Ben, écoute, j'ai son numéro de GSM, donc je vais lui réenvoyer un message, mais c'est Voilà. envoyer plein d'ondes positives, c'est ça qui est chouette. Ok, tu passes le chat. Je passe Allez, le chat à Claire. Alors, pour moi, le je veux, on a, lors de la dernière formation, la dernière réunion web qu'on a eue sur Bouscule les ressources, on a parlé d'identifier des partenaires. Et alors, Florence, tu avais parlé que c'était important de faire un contrat quand on établit quand on a un contact avec un partenaire. Donc, ce que j'aurais aimé, c'était d'abord savoir comment avoir la première approche avec ce partenaire et deuxièmement, qu'est-ce qui est normal de négocier ou de faire acter dans l'accord. Et ok, donc savoir que mettre dans ce contrat de partenariat. Oui, oui, tout à fait. Et le premier contact, comment aborder le partenaire. Dans ton membership développement, Claire, je pense que tu es en développement. Je n'ai pas encore été à la première session, mais oui, c'est l'intention en tout cas de passer de l'initiatique au développement. Ah oui, parce que dans le développement, tu as un appel avec Séverine Évrard, qui est juriste et qui est justement juriste dans le droit du travail, donc qui pourra t'aider. Ok, super. Alors, tu passes le contrat. Ah oui, ben je passe à Stéphanie. Merci. Moi, pour me faire voir un peu plus sur les réseaux sociaux, j'ai lancé un calendrier de l'Avent où les mariés peuvent gagner un cadeau par jour. Donc, c'était juste possible de partager sur vos réseaux au cas où vous avez des mariés dans vos amis Facebook. Donc, voilà. Et je mets le lien. Tu peux mettre le lien? Oui. Oui, mais il est prêt. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Et je passe le bouquet de mariés à Marie. Voilà, vous m'entendez? Oui. Voilà, bonjour. Oui, moi, je ne suis pas intervenue parce que Vinciane et Valérie ont mis les pieds dans le plat avec les questions que j'avais préparées. Et elles ont fait ça comme des chefs. Et puis voilà, si je dois faire un je veux, je voudrais que le gouvernement redescende de son orbite. On dirait que, je sais pas, j'ai plus de mots. Dans mon secteur, l'esthétique, quand je les entends parler qu'il va falloir une étude pour savoir si on est contaminant alors qu'on laisse tout le monde dans les grandes surfaces, je me dis, mais ils n'ont pas la même vision que nous, c'est pas possible. Quand je les entends nous dire qu'on va nous réouvrir début janvier, alors que c'est une saison tout à fait morte, janvier et février, on va travailler 1 semaine, 2 semaines et puis c'est foutu. Je dis, mais je ne me rends pas compte. Enfin, tout le monde le sait, sauf eux, c'est pas possible cette histoire. Voilà. Quel est ton je veux, Marie? Est-ce qu'on peut aider quelque chose là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à partager? Non, voilà, c'était juste, je voudrais que le gouvernement prenne un peu plus conscience des réalités. Comment on peut faire pour t'aider ou pour faire quelque chose là-dessus? Tu vois, dans les je veux, le but, c'est de collaborer, de s'entraider. Ah oui, j'ai déjà fait mon je veux tout à l'heure. Peut-être tu peux le repartager. Ouais. Mais donc, c'était par rapport au challenge média. Je veux performer dans mon challenge. C'est quel challenge? C'était par rapport au fait de trouver, de trouver 5 contacts journalistes. Ouais. Donc, tu aimerais qu'on te donne 5 contacts de journalistes. Ok. Tu passes le rouleau anti-ride à quelqu'un? Le rouleau anti-ride. Alors, attends, qui n'a pas encore parlé? Valérie, est-ce que tu as déjà parlé? Je ne sais pas. Valérie n'a pas parlé. Allez, alors je passe le rouleau anti-ride à Valérie. Alors moi, j'ai fait 2 je veux. D'abord, un je veux très personnel. Je viens de me faire opérer d'une prothèse de la hanche. Je crève de mal et j'ai envie d'avoir moins mal.
Ça, c'est mon premier truc, parce que j'ai été opérée à moins d'une semaine et j'ai une prothèse. Et à côté de ça, Marie, tu m'as parlé, puisque manifestement, c'est dans la beauté. Donc, je me dis, on pourrait peut-être se mettre en contact, puisque c'est mon secteur, et peut-être qu'on peut s'épauler et se donner des bons conseils. Allez, volontiers. Voilà. Marie, tu as le bonjour de Téli, d'ailleurs, une autre coiffeuse. Oui, Téli. Alors Valérie, tu passes le bâton de coloration à quelqu'un. Alors, mais je ne sais pas qui a parlé avant, donc je suis mauvaise. Claire, Alors tu il y a Bénédicte, il y a Barbara qui manque, il y a Diane Bon, et Diane. Vinciane. Je dis Diane. Alors, moi, c'est facile, mon je veux. Hein. Donc, je vous ai parlé de ma page Noël local, soutien aux entrepreneurs belges. Je vais vous mettre le lien, c'est une page Facebook, dans la text box après. J'aimerais bien que tous ceux qui proposent des services ou des produits ou quoi, et qui ne peuvent plus ouvrir, mais font à domicile, ils font des livraisons à domicile ou passent par des e-shops ou qui ont créé justement un e-shop, vous me contactiez via Facebook sur cette page, comme ça je peux faire votre publicité. Ouais. Il y a certains posts qui ont 3000 vues, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais certains posts ont des vues de dingue. Il y a plein d'inscrits sur la page, donc n'hésitez pas, je le fais. Mais vous devez me contacter parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher tout le monde. Merci Diane. Alors tu passes le marché de Noël virtuel. Il y a Barbara, Vinciane, Bénédicte. Je passe à Barbara. Allez, moi je vais rester sur le positif, on essaye quand même. Simplement, je vais repartager ma petite interview vidéo que j'ai faite avec le Cercle du Lac. Donc, ça prend quelques minutes sur mes activités, que tout le monde ne comprend pas toujours ce que je fais. Si j'y arrive. Et en plus, je parle de mon nouveau projet pour me relancer. Donc voilà. Si vous pouvez regarder, liker, partager, commenter, tout ça. Enfin, comme d'habitude, quoi. Alors, attendez, parce que là, je vous ai copié un autre truc pour une autre Wowo. Voilà, ça y est. Et je passe le verre de vin, hein, santé, à Vinciane. Ah, c'est merde, c'était encore allumé, excusez-moi. Moi, déjà, merci à toutes pour vos points de vue. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'adresse mail de Bénédicte, tout simplement. Parce que les secrétariats sociaux sont très précieux pour nous. Donc voilà, c'est un partenaire de choix et que Bénédicte a l'air au top. Donc voilà. Et j'aurais. Est au top. Mais je le vois. Et je me demandais juste aussi un peu plus de précision aussi sur le secteur d'activité de Diane. Enfin, j'ai entendu qu'elle était psychologue, mais la question c'est sur quel. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Elle veut savoir pourquoi tu es dans une maison close. Voilà. Non, je veux savoir si genre t'es plus dans les adolescents, plus dans les dépressifs, plus dans les. Enfin voilà, c'était plus ça la question. Je suis pas du tout dans une maison close. Non, je suis aussi dans un centre pour personnes qui ont un handicap ou mental ou physique adulte. C'est un centre résidentiel. Voilà. D'accord, ok, voilà, c'est c'est magnifique. Ça peut toujours être utile à savoir aussi. Voilà. Pour envoyer certaines personnes. Pourquoi pas? Oui, mais si c'était maison close, c'était plus facile. Je sens que je vais avoir une réputation, moi, ici. Alors, je pense qu'il reste Bénédicte et puis moi. Est-ce qu'il manque quelqu'un pour le je veux? Je vois que Gaëlle est connectée, mais je ne sais pas, Gaëlle, si tu peux faire un je veux. Mais vas-y, Bénédicte. Eh bien, moi, je veux, il va être très facile. Moi, je veux faire un webinaire avec toutes les mesures d'aide qu'il y a. Voilà. Et je veux que vous m'envoyez des emails. J'ai mis mon adresse mail. Si je peux vous aider, je fais appel à l'équipe chez Partenaire pour qu'on puisse vous aider. Voilà. Et à toi, Florence. Bonjour, Bénédicte.
Eh bien, je n'ai pas réfléchi. Oui, mon je veux, c'est que vous invitiez des personnes à participer au prochain webinaire Inspiration. Donc, on a bien vu toutes vos réponses sur les sondages. Ça manquait de structure. Donc, vous verrez, Zayane, ma collaboratrice, a mis des couleurs pour les webinars. Donc, il y a les webinars Inspiration comme ce soir où ça sera toujours en soirée, où c'est plutôt des interviews avec des personnalités très inspirantes et un peu moins inspirantes. Voilà, soyons très clairs. Valérie, on ne rigole pas. Donc, la prochaine, c'est Virginie Delalande. Virginie Delalande, qui est quand même la première et seule avocate sourde de naissance de France, avec un handicap réel, mais invisible. Et elle a écrit un livre, évidemment, l'année 2020 sera l'année de la résilience. Son titre est très parlant, « Abandonner jamais ». Donc, c'est quand même très spécial aussi parce que, par exemple, elle ne s'entend pas parler. Elle n'entendra pas vos questions, mais elle dispose d'un ordinateur qui écrit quand vous parlez, mais du coup, il y a un décalage. Et c'est vrai qu'elle a une voix très charmante et très spéciale. Et c'est assez inspirant, c'est aussi une oratrice TEDx. Donc, mon je veux, c'est que vous soyez nombreux et nombreuses et que vous invitiez des gens à nous rejoindre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des duos ou des trios pour les je veux qui ont été énoncés? Je sais qu'il y a un duo entre Valérie et Marie, du coup. À mon avis, vous pourrez contacter Telly, qui est WoWo aussi. On a aussi Alima, qui est WoWo et qui est coiffeuse et qui a fait une vidéo très spécifique avec la corde au cou. Eh bien, s'il n'y a pas de duo et de trio, moi, je voudrais vous remercier très fort d'être toujours là au rendez-vous et d'être très au courant de toutes les mesures, de tout ce qui se fait et de partager avec nous. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine, les WoWo. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, merci Florence. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous toutes.